Coucou les martiens, coucou les martiennes, et bienvenue dans votre mini talk du samedi 18h40 sur C8. On va revenir sur tous les moments forts de la semaine d'avant dans le flashback. On va regarder tous vos commentaires sur les réseaux sociaux avec QQ. Si vous avez envie de réagir, surtout, n'hésitez pas, hashtag CLM sur Twitter. Et cette semaine, mon invité sort un film formidable qui s'appelle Mauvaise Herbe avec Catherine Deneuve et André Dussolier. C'est l'humoriste, acteur et réalisateur Kéron, mesdames et messieurs. Allez, on passe tout de suite au flashback. Méline, il est arrivé Laurent ou pas? Oui. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Comment ça va Lolo? Très bien. Ça va, t'es en forme? Très bien, bah oui, quand je commence avec toi, c'est agréable, c'est un plaisir. Fait plaisir. La semaine dernière, il y avait David Ginola. David Ginola qui est aujourd'hui, tu sais, animateur sur M6. Ah bon? Oui, mais Ah ouais. avant il était footballeur. Ah bon? Oui. Non, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1993, pour les plus jeunes qui nous regardent, il a fait peut-être un centre trop long qui a empêché la France de se qualifier à la Coupe du Monde 94. Mais ce qu'il y a de super, Laurent, c'est que tu l'as pas embêté avec ça. T'es pas revenu du tout. Je restais discret. Très discret. Regardez. Je t'aurais pas lâché. Alors, Malgré le fait que tu aies fait un centre trop long. ah non, non. Ah non, Non. Je vais On m'en n'en occuper parle plus. Maintenant, personnellement. on parle de l'arrêt cardiaque, ça évite de parler de la Bulgarie, évidemment. M6 m'a fait confiance sur beaucoup de projets. Oui, mais tu es très à l'aise. Oui. Tu n'es pas paralysé par le trac du tout. Non. Tu fais pas de centre trop long, tu es bien cadré. Ah non. Ah non, attends, Laurent, et non. ça vous fait rire. Non, mais c'est quand même Non, fou, Laurent. quand même. Laurent, je t'avais dit, pas la Bulgarie. Ah. Alors, On reparle de la Bulgarie ou pas? Pas tout de suite. je t'en souviens. Oui. Bon, alors. 2 minutes de la fin, un centre trop long. Et là, on rebouche les bouteilles de champagne. Et là, vous savez quoi? Et là, c'est le drame. David Ginola va célébrer sa victoire comme un joueur de foot. Imagine que t'es marqué le Imagine but. que tu es bien centré. Laurent. Le pauvre. Il est gentil, David. Mais hein. tu sais qu'il a morflé à cause de ce truc-là. Ça fait 25 ans, donc il commence à y avoir prescription. Il y a eu des tabous des fois avec des invités où ça a été chaud ou pas? Non, aucun tabou. Non, il y a eu des séquences coupées parfois, mais il n'y a vrai pas eu de tabou, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu de coupé? Ah bah, il y a eu une très célèbre séquence dont Thierry te parlera peut-être un jour s'il a envie, mais... Un non. indice, un indice. Un indice, c'était une femme, un mannequin, qui n'avait pas l'air dans son assiette et qui a fait porter des accusations très très graves. Et la production a été obligée de tout couper et c'était étonnant comme moment à vivre. D'accord. Ça reste encore secret, voilà. Ok, bon, on ne dira pas qui c'est. La semaine dernière, il y avait une très longue interview de Philippe de Villiers. Oh là là, oui. Oui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début de l'interview, Philippe de Villiers, il avait décidé de prendre une très sage décision. Regardez. Il y a un périmètre sanitaire avec des miradors autour qui vous illuminent et qui vous prennent en défaut au moindre mot de travers. Donc là, par exemple, avec vous, je vais faire très attention pour éviter de me trouver en situation de délinquance. Il a dit, je vais faire très attention à ce que je vais dire. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que c'est un homme politique. Et que les hommes politiques, ils tiennent leur parole. 15 minutes. Et Macron a répondu « Je suis votre chef !» J'ai envie de m'en faire une sonnerie de portable. Mais c'est marrant parce qu'il ressemble trop à son imitation. Oui, c'est vrai, on le croit dans les On ne guignols. prend plus au sérieux. C'est fou, C'est hein. tenté qu'on l'ait fait un jour. Donc Philippe de Villiers, évidemment, il était venu pour parler d'un bouquin sur Clovis qui s'appelle Le mystère de Clovis. C'était très très pointu. Il y a un moment, je me suis dit, putain, on a zappé, on est passé sur France 2, quoi. Quand il est hissé sur le pavois en 481, et à côté de lui, il y a les Alamans, il y a les Burgondes, il y a les Ostrogoths, il y a les Visigoths, il y a les Vandales, qui sont tous ariens, c'est-à-dire chrétiens hérétiques. Et que font les évêques? C'est leur coup de génie. Ils lui disent « Je suis votre chef !» C'est là où on se dit, oh, Stéphane Bern, il est bien, en fait. Hein. Il est très bien, Stéphane, mais je pense que tu as raison, ça va rester, là, je suis votre chef. Tu veux, est-ce qu'on a juste l'extrait de Je suis votre chef en régie? Je suis votre chef. La semaine dernière, Thierry, il recevait aussi Isabelle Nanty. Ah, Isabelle. la chouchoute. Bah oui, tout le monde l'aime, et du coup, c'est un peu énervé Thierry. Et il a retranscrit les échos qu'il a eus sur Isabelle Nanty. Et regardez, on va faire un petit jeu à la fin, regardez la vidéo. Gna 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 gna, super sympa, gna 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 gna, super généreuse, gna 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 gna.
Alors, quelle est la fin de cette phrase? Tu n'as pas le droit de répondre, tu t'en souviens ou pas de ce qu'il a Non. dit? Gna, 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 gna. Alors, Isabelle Nanty est gna gna gna, super sympa. Gna 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 gna, super généreuse. Gna 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 gna. Je suis votre chef. A, super comédienne. B, femme extraordinaire. C, elle est trop drôle. Ou D, gros lolo. Tu te rappelles ce qu'il a dit ou pas? Non. Tu te rappelles pas? Vous avez à dire quoi? Tiens, monsieur avec les chemises. Vous vous rappelez pas? Gros lolo? On vérifie. Gna 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 gna, super sympa, gna 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 gna, super généreuse, gna 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 gna, gros lolo. Tout le monde dit du bien de vous. Et après, on dit que c'est moi qui dis des C'est fou, horreurs. hein. Pas du tout, en fait. On a la preuve que c'est Thierry, donc effectivement, la réponse, c'était gros lolo. Tout ce que vous avez dit de gentil, de méchant, de trop mignon ou d'un peu enculé sur l'émission, c'est cuit-cuit. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Quelques tweets qui ont été faits pendant l'émission. On a Twicognito qui dit « Vous en avez pas marre de faire applaudir les gens à tout va dans vos émissions de merde ?» Je suis tellement d'accord avec ça. Mais oui, oui. Heureusement qu'on ne fait pas encore applaudir les débats. Non, non, non. Non. Alors attends, on l'a présenté la semaine dernière. Ça, c'était l'interrupteur à rire. Oui. Donc dès qu'on appuie dessus, ça met un coup de taser aux gens. Voilà. Et là, je vous présente, en fait, on a fabriqué aussi l'interrupteur à applaudissements. C'est très facile, regarde. Tu me prêtes? Oui, bien sûr. Ça marche pas. T'es de dos, faut que tu l'aies. Bravo. Attends, regarde. Et si on mixe les deux pour voir, t'es prêt? 1, 2, 3. C'est bien foutu. C'est hein. bien foutu, c'est de la technologie. C'est aussi ça, le troisième millénaire. Et pour terminer, un dernier tweet, Orlan Pasquet qui dit « Juste un kiff cette émission Les Martiens avec Laurent Baffy et l'incroyable Tom Villa. J'aime beaucoup trop ta veste, il n'y aurait pas moyen que tu me la passée. Avec un bon français, je te la donnais. Comme quoi, c'est qu'on la vie, c'est pas grand-chose. » Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Laurent Baffy, que vous retrouvez tout à l'heure. Je suis Avec votre Thierry chef. Ardisson. Thierry Ardisson reçoit Éric-Antoine Inestro, Julien Clerc. Il y aura aussi dans la review Raphaël Glucksmann. Méline, il est arrivé, Kéron, ou pas? Oui? Un maximum de bruit pour Kéron! Extraordinaire. Double actu pour toi, Kéron. Ouais. Le spectacle qui Ouais. se joue à l'Européen jusqu'à fin décembre. 31, je fais le Nouvel An sur scène. Nouvel an sur scène. Ouais. Et après 2019-2020, tourné dans toute la France. Ouais. Et le film Mauvaises Herbes qui sort ce mercredi 21 novembre avec Catherine Deneuve, André Dussolier, entre autres. Je propose un truc. On regarde la bande-annonce. Bah avec plaisir. C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils s'en sortent. Il a de la ressource. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. On est ici pour travailler quelque chose d'essentiel, la communication. Non mais on s'est communiqué, merci. Hein. Eh vas-y, baisse les yeux là, me regarde même pas, baisse les yeux. T'as écrit quoi? HOPLA, des hop là. J'ai pas le temps, fais-moi des hop là. C'est ça, là. Je connais pas vraiment votre histoire, mais ton ami, là, je pense pas que ce soit un bon exemple pour les petits. On lui a beaucoup pris à ce gamin, mais il a un bon fond. Moi, je suis pas doué pour parler aux gens. Ça s'apprend. Jimmy, pourquoi tu veux pas parler? Si moi parlais, enfant rigolait moi. N'oublie pas qu'un enfant qui cause des problèmes, c'est avant tout un enfant qui a des problèmes. Vous avez envie qu'il reste jusqu'à la fin du stage? Ah oui, oui, oui. Si je le remplaçais... Ah non, 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 non. Ils sont marrants, ils sont vifs, ils souffrent et en même temps, ils lâchent rien. Ça me rappelle quelqu'un. C'est une question de mentalité. Si tu leur donnes ce qu'il y a de mieux, ils voudront être ce qu'il y a de mieux. C'est Monique, je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie. Mauvaises Herbes, le
film est vraiment formidable. Première question, tu avais fait Nous trois ou rien, qui était l'histoire de tes parents qui partaient d'Iran pour venir en France. Tout était vrai. Oui, tout était vrai. Là, c'est plus la fiction. En fait, je me suis retrouvé, moi, à la place de mon personnage, c'est-à-dire que j'étais humoriste à l'époque. On est venu me demander de bosser avec des gamins en difficulté. Et j'avais le BAFA, mais pas plus d'expérience que ça. Et je me suis dit, je vais venir une journée pour être gentil, pour leur montrer que je viens, mais je vais pas rester. Et je suis resté 4 ans. J'ai rencontré les gamins, je suis resté 4 ans et j'ai vu des miracles, j'ai vu des choses incroyables. Donc quand j'ai voulu partir sur mon deuxième film, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais avoir d'intéressant à raconter au public pour les tenir en haleine pendant 1h50. Et je me suis rappelé cette anecdote et je sais que ça va leur parler parce qu'on a tous un rapport avec l'école. On a tous été plus ou moins, entre guillemets, une mauvaise herbe à l'école à un moment donné. On a tous mis du temps à trouver notre place. Donc je me suis dit, ça c'est la bonne idée. Ok, très bien. Dans le casting, il y a évidemment Catherine Deneuve qui est formidable. Moi, la question que je voulais te poser, quel effet ça fait de masser les pieds de Catherine Deneuve? Alors, c'est pas ses vrais pieds là, c'est des pieds bioniques. Faut savoir. Non, bien sûr que non. Non, c'est en fait, tu sais, quand on joue, à un moment donné, on fait plus attention, donc machinalement. Mais je crois qu'elle en profitait parce qu'entre les prises, elle me disait pas d'arrêter, tu vois. Normalement, quand tu fais un truc, le gros pouce. Ouais, elle me disait continue là, continue à gauche là. C'est une Catherine Deneuve qu'on a rarement vue, qui est très naturelle. Elle joue vraiment avec son âge. Et ça, c'est très chouette. Je suis très content qu'elle ait accepté. Et puis, je suis très fier parce qu'à la sortie des avant-premières, ses fans me disent on a vu, je sais pas combien de films avec Catherine, et là, on la redécouvre. On l'a jamais vue dans ce style-là, dans ce style comique où elle fait des blagues. Et je suis très content et très fier de l'avoir avec nous. Ouais. C'est dans la bande-annonce. Non, c'est dans ton clip, donc il n'y a pas de spoil. Ah oui. Tu l'as fait dabber. Je l'ai fait dabber, ouais. Tu l'as fait dabber. Ouais. Mais c'était marrant parce qu'elle comprenait pas. Elle disait c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Et il y a du temps qu'elle comprenne que c'est comme ça. D'accord. Mais moi, je l'ai fait mal en vrai. Mais c'est incroyable. Les gens s'en rappellent parce que on n'a jamais vu Catherine Deneuve dabber. C'est très marrant. Mauvaise herbe qui sort mercredi avec Catherine Deneuve, André Dussolier. Le spectacle 60 minutes avec Caron à l'Européen, en tournée dans toute la France l'année prochaine. Merci beaucoup. C'est ton anniversaire mercredi. Le 21 novembre. Le jour de la sortie, c'est l'anniversaire de Caron. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse te faire, c'est d'aller voir Mauvaise Herbe, qui est un petit bijou. Thierry Ardisson arrive dans quelques instants. Ne bougez pas. Merci à toi. Salut les terriens du samedi, avec nous ce soir, un nouvel album, une grande tournée, un coffret de 26 CD et 50 ans de carrière, Monsieur Mélodie est dans Shopping. Le seul magicien qui sort des blagues de son chapeau, le plus grand du monde, 2,07 m, Éric Antoine. Son livre, Les enfants du vide, est devant Zemmour au hit parade, Raphaël Glucksmann. Elle vient à la fois de Mars et de Vénus, le premier transgenre à avoir posé pour Playboy, Inès Rowe. Et aussi la battle, les Moix d'or, les impôts de Viso. 7 milliards de terriens et c'est lui que j'ai choisi pour leur vidéo. Ce soir, j'accueille Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de passer à l'art review, le magnéto de Blacko. Serge. 1979, Raphaël Glucksmann naît à Boulogne-Billancourt. Son père André est un intellectuel vedette proche de BHL. Après le bac, Raphaël poursuit à Henri IV, puis fait Sciences Po. Il est admis à l'université Columbia de New York, mais il préfère partir à Alger pour faire un stage de 6 mois au quotidien le soir. 2004, Raphaël part au Rwanda pour tourner un documentaire qui dénonce le rôle de la France dans le génocide. Il enchaîne avec un autre documentaire sur la révolution orange en Ukraine. Dans le sillage de son père, il dénonce la politique de Vladimir Poutine et crée une petite ONG pour permettre à des jeunes Tchétchènes de venir étudier en France. 2008, à l'appel de BHL, Raphaël part en Géorgie qui vient d'entrer en guerre contre la Russie. Il publie d'abord un livre d'entretien avec le président géorgien Saakashvili, puis il est embauché comme conseiller spécial. En 2009, il épouse Eka Zouladze, la ministre de l'Intérieur géorgienne, avec qui il aura un enfant. En 2012, son agence de com Noé Conseil organise la campagne de Saakashvili pour la présidentielle, mais le président sortant est battu. Raphaël rentre donc en France. 2013. À peine rentré, le voilà reparti en Ukraine soutenir les manifestations européennes de la place Maïdan. Finalement, la crise ukrainienne s'enlise, Raphaël revient à nouveau en France. En 2015, il fait la connaissance de Léa Salamé, avec qui il aura un enfant en 2017. Cette année-là, il soutient Benoît Hamon et contribue à l'écriture de son discours de Bercy.
2018, Raphaël Glucksmann se fait virer du mensuel Le Nouveau magazine littéraire qu'il dirigeait depuis 8 mois. On lui reproche d'être trop anti-Macron. Pour défendre ses idées, il a donc décidé de lancer son propre mouvement politique baptisé Place Publique, qui se veut citoyen, écologique et solidaire. Et voilà, et tout de suite on passe à la grande interview de la semaine, c'est l'art du vieux. Raphaël Glucksmann, vous êtes un homme comme on n'en voit plus beaucoup, un homme en voie de disparition, un homme de notre temps, un homme de gauche. Mais quelle gauche exactement? La gauche de droite à la Macron, la gauche insoumise à la Mélenchon, la gauche soumise à la Hollande, la gauche solitaire à la Hamon, ou la gauche bobo quinoa qui commence à en avoir marre de toutes ces gauches? Moi, je crois que la gauche, c'était une promesse d'inversion des structures de domination sociale et de rôle donné aux politiques pour être une quête d'égalité. Et malheureusement, la gauche, elle a abandonné ça, mais depuis longtemps. C'est pas juste François Hollande, ça fait des décennies en fait. 1983, disons. Voilà, et depuis, on s'est arrêté de penser à gauche. Et en gros, le seul truc qui se passait à gauche, c'était d'attendre que la droite se plante pour que mécaniquement le Parti socialiste l'emporte. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que personne ne sait ce qu'est l'alternance à Macron. Et du coup, ça oblige les gens, y compris à gauche, ce qui n'est pas naturel, à penser. Vous avez 39 ans, vous êtes le fils d'André Glucksmann et le compagnon de Léa Salamé, autre grande figure de gauche. Vous partagez de nombreuses idées avec votre père, mais pas sur le plan capillaire. Hein. C'est-à-dire que lui, c'était plutôt la coupe au bol, disons. Est-ce que vous avez essayé la perruque Mireille Mathieu pour voir comment ça vous irait? Non, mais je sais que c'est pas le point fort de la famille, les coupes de cheveux. Les cheveux, non, c'est pas votre truc. Mais on va regarder André parler de sa coiffure. Serge Magnéto. La coupe à la Mireille Mathieu, c'est une coïncidence ou c'est plutôt un hommage? C'est un hommage de Mireille Mathieu à moi. Ah d'accord, bien, bonne réponse. Je rappelle pour les plus jeunes que votre père, André Glucksmann, philosophe, essayiste, maoïste, 68 arts, était un grand dénonciateur du stalinisme et que son livre, La cuisinière et le mangeur d'hommes, que j'ai eu la chance de lire en 1975, a été un énorme choc parce qu'à l'époque, on n'osait pas dire en France qu'il y avait un goulag en URSS. Non, mais moi, j'ai le souvenir, d'ailleurs, enfant, d'émissions chez vous. Ça me rajeunit pas. C'est pas pour vous... Non, mais tout va bien. Vous me regardiez quand vous étiez petit. Bah oui. Oui. Désolé, hein, non, mais il n'y avait aucune pique derrière ça. Mais c'était un moment extrêmement important, en particulier pour la gauche, parce que chaque camp politique a géré son propre rapport à la violence, en fait. Et à droite, il y a eu évidemment le fascisme, l'extrême droite. Mais à gauche aussi, il y a eu le totalitarisme, il y a eu le communisme, il y a eu le goulag. Et en fait, ça a été un examen de conscience extrêmement douloureux pour la gauche. Et la génération de mes parents, elle a dû s'émanciper de mythes révolutionnaires qui étaient extrêmement dangereux. En 2007, votre père appelle à voter Sarkozy. Alors pour lui, Sarkozy était un héritier de 68, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que Sarko était un peu un homme de rupture finalement avec la France terrienne de Gaulle et de Mitterrand. À l'époque, vous avez fait un livre avec votre père intitulé « Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy ». Est-ce que vous pensez que c'est une erreur? Vu ce que ça a donné, je pense que c'était pas l'idée la plus lumineuse de que vous avez eu tous les deux. Mais moi, j'ai pas appelé à voter pour lui. Mais ce livre, c'était pour essayer de justement expliquer à Nicolas Sarkozy que 68, c'était pas la mère de toutes les catastrophes. Mais d'ailleurs, ce livre, je ne l'écrirai pas du tout de la même manière aujourd'hui. Je suis devenu beaucoup plus critique, en fait, sur mon héritage. Et je pense que de toute façon, les gens qui pensent toujours la même chose sont en fait des dogmatiques qui réfléchissent plus. Moi, j'ai évolué dans ma pensée. Au début, spontanément, moi, je suis pour toutes les libertés individuelles, tous les droits individuels. Simplement, je comprends aujourd'hui que ça suffit pas, que la politique, c'est pas que ça. Et en fait, je regrette, je vous le dis, je regrette de ne pas avoir mûri assez vite et de ne pas avoir pu mener avec mon père, qui était quelqu'un d'extrêmement ouvert, la conversation que j'aurais dû avoir avec lui. Et que du coup, si on n'a pas eu cette conversation, je suis obligé de l'avoir tout seul aujourd'hui. Et c'est un des grands regrets de mon existence. Ouais. Alors, maoïste, socialiste, sarkozyste, André Glucksmann incarnait finalement la fin des idéologies. En fait, c'est quelqu'un qui détestait l'esprit de clocher, l'esprit de chapelle. Et je pense qu'il a été mu par sa haine de cette gauche qui pensait avoir raison tout le temps sur tout, alors qu'elle se trompait. Et en 1981,
je suis parti, enfin c'est pas moi qui ai décidé parce que j'avais 2 ans, mais je suis parti habiter à Savoisy en Bourgogne pendant 3 ans pour une seule raison, c'est que mon père avait reçu un coup de fil au moment de la victoire de la gauche aux élections présidentielles de quelqu'un qui lui dit « Maintenant, tu veux habiter où ?» Et parce que la droite s'était partagé les appartements de fonction, donc il était normal que désormais la gauche partage les appartements de fonction à son tour. Et mon père, choqué, en fait, nous a amenés en Bourgogne, dans le plus petit village qu'il a pu trouver, pour fuir ça. Et il a attendu que la gauche se banane au municipal de 84 pour qu'on revienne à Paris sur le thème on ne doit pas participer à ce truc-là. Alors, 68 a entraîné la destruction, évidemment, des idéologies, et les héritiers des 68 arts sont, dites-vous, les enfants du vide. C'est le titre du livre dont nous allons parler. Est-ce que c'est ce vide idéologique, finalement, qui explique le succès de gens comme Éric Zemmour ou Philippe de Villiers? Bien sûr, je ne pense pas que ce soit la qualité de leurs plumes. Je veux dire, Maurras et Demestre étaient de meilleurs écrivains. Par contre, ils viennent remplir ce vide. Ouais. C'est parce que la gauche et les progressistes ou les gens qui sont d'inspiration républicaine n'ont plus rien à dire en fait, sur ce qu'on est collectivement en tant que peuple, que leur parole est forte. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de les prendre au sérieux. Parce que ça va 3 secondes, les tweets pour dire « no passaran »,« oui, tas de fachos ». Mais enfin, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que Salvini, en Italie, il rassemble la moitié d'un village sur une place publique. Pourquoi est-ce que Donald Trump, il est élu. Pourquoi est-ce que Bolsonaro, il est élu. Et pourquoi est-ce que Éric Zemmour, il vend 500 000 exemplaires. Alors, justement, pendant toutes ces années, la gauche a pratiqué une politique dont l'argument numéro 1 était Marine Le Pen égale Hitler. Et vous dites, nous continuons à professer que les masses font fausse route sans considérer l'hypothèse que nous sommes peut-être un jour trompés de chemin. Ouais. Ouf, il y a enfin quelqu'un qui s'en aperçoit. Non mais il y a un côté curé insupportable en fait. Ouais. C'est-à-dire que on s'est trompé. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai un logiciel philosophique et je pense que mon logiciel de pensée a contribué à l'impasse dans laquelle on se trouve. Mais quand vous écoutez les gens de gauche, ils expliquent qu'en gros tout le monde s'est trompé sauf eux. Ouais. Et si on veut réellement qu'une parole progressiste, soucieuse de solidarité sociale, soit audible, ben, il faut d'abord expliquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et ce qui n'a pas fonctionné, c'est ce qu'on disait, pas simplement la manière de s'exprimer. À chaque fois qu'il y a un gouvernement qui se plante, ils disent « oui, on a été mauvais sur la communication, il faut être plus pédagogue sur nos réformes ». Mais non, c'est le fond qui pose problème. Alors aujourd'hui, vous cherchez à définir une politique alternative et vous publiez aux éditions Alary « Les enfants du vide ». Alors le pitch, si nos aînés ont vécu dans un monde saturé de dogmes et de mythes, nous sommes nés dans une société vide de sens. Ils ont brisé les chaînes. Nous devons retisser les liens et d'abord sortir de l'individualisme et du nombrilisme. Ça, c'est votre credo, je dirais. Ouais, on est dans chacun pour soi, à mort. Il n'y a qu'à voir comment on traite nos aînés. Enfin, qu'on laisse mourir dans des EHPAD qui sont devenus de véritables mouroirs. Il n'y a qu'à voir comment on traite les gens qui crèchent en bas de chez nous. Et ensuite, il y a surtout cet atroce problème qui est l'incapacité qu'on a à agir en tant que citoyen. C'est être un citoyen, c'est en quelque sorte mourir à soi-même en tant qu'homme. Et là, nous, quand on s'exprime en tant que femme, homme, juif, musulman, et jamais, en fait, on a la capacité comme ça à sortir de soi. Et il suffit de voyager sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça pourrait être une agora comme ça où on discute de ce que signifie la France, de ce que signifie la République. On affirme ses origines en général. Bien sûr, on se tend un miroir en permanence. La génération qui tweet avec le monde entier et a des centaines d'amis sur Facebook n'a jamais été aussi seule, en fait. C'est ce que vous dites. Oui, c'est un amoncellement de solitude. Et vous savez, Tocqueville disait déjà, la multitude de solitude, c'est le meilleur terreau du despotisme. Et si on veut essayer de comprendre ce qui fonctionne aujourd'hui dans l'appel des leaders autoritaires, eh bien, c'est qu'ils promettent aux gens réellement de sortir de cette solitude. Salvini, c'est le nom d'un nous. Soudain, les Italiens arrivent et se disent « on fait partie d'un peuple ». Alors, Emmanuel Macron est pour vous le symbole de l'homo economicus, un être post-moderne, sans empathie. Vous dites « le raisonnement néolibéral rend chacun responsable de sa richesse comme de sa pauvreté ». C'est vrai, c'est ça le libéralisme. Si t'es bon, tu vas y arriver, si t'es mauvais, tu vas crever de faim, et puis voilà, c'est chacun pour soi. Si tu veux, tu peux. Struggle for life. Ouais, si tu veux, tu peux. Et si tu ne peux pas, c'est qu'au fond, tu ne veux pas et que t'es rien.
Et ça, je veux dire, je vais pas citer un auteur marxiste, marxiste-léniniste, je vais citer Warren Buffett. Oui. C'est pas un gauchiste fini. Non, pas du tout. Warren Buffett, il explique, si moi, Warren Buffett, alors je vous rassure, j'ai pas la même fortune, donc si moi, Warren Buffett, eh bien, on m'avait placé dans une condition sociale différente, dans un environnement différent, eh bien, j'en serais encore à galérer pour pour boucler mes fins de mois. Et ça, c'est une vérité qu'on tend à nier. On fait peser toute la responsabilité sur chacun des individus, alors qu'en réalité, on part pas du tout... Il y a un déterminisme social qui est bien évident. Bien sûr, mais on évidemment. part pas du tout avec les mêmes chances. Moi, je me fais aucune illusion. Si je suis là face à vous et que j'ai eu la capacité de m'exprimer comme ça, c'est aussi parce que je partais du bon côté de la barrière sociale. C'est bien de le reconnaître. Alors, votre solution tient en 3 mots, démocratie, solidarité, écologie. Évidemment, vous avez raison là-dessus, parce que l'écologie peut être un idéal pour les gens. Et à la différence du communisme, qui était un idéal non quantifiable, parce qu'on disait, soyez communiste, vous allez être heureux. On ne savait pas ce que c'était d'être heureux. Alors que l'écologie, on peut mesurer le taux de carbone. C'est un but concret et vérifiable. Et surtout, moi, je me méfie des gens qui disent, on va changer le monde, on va enfin inventer le monde du bonheur. Ouais. Je crois que c'est toujours dangereux, ça se termine généralement dans des camps de concentration, parce que les gens refusent d'être heureux. C'est ce que votre père vous a appris, ça. Voilà, c'est l'héritage que j'ai eu. Méfie-toi des gens qui veulent faire ton bonheur. Absolument. Mais par contre, là, l'écologie, c'est différent. C'est pas inventer le monde parfait. Ah non. C'est juste sauver le monde qu'on a. Sauver le monde qu'on oui. a. Or, le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si on continue de cette manière, eh bien, la Terre telle qu'on la connaît n'existera plus, le monde tel qu'on le connaît n'existera plus. Ouais. Et donc, tout l'enjeu de notre société, c'est de se mobiliser pour faire en sorte qu'il existe encore. Moi, j'ai un défaut, c'est que je suis un peu bas de plafond, je suis un peu benet des fois. Et donc, quand il y a 15 000 scientifiques du monde entier qui me disent, eh bien, si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne menons pas les transformations nécessaires, demain il sera trop tard, moi je les crois. Et en fait, ce message-là, j'ai pas envie de le zapper, contrairement aux autres. Vos enfants vous le reprocheraient. Alors, il est certain que les calamités climatiques vont obliger à une vision commune, à une volonté commune, donc à un idéal, et je pense, un idéal anticapitaliste. Parce qu'en fait, je suis intimement persuadé que l'écologie est antinomique avec le libéralisme. Parce que si on continue comme ça, à vouloir produire plus, on va ruiner la planète définitivement. La seule façon de ne pas ruiner la planète, c'est de faire attention à la planète, la décroissance, un petit peu quand même. Et c'est là où c'est fort votre truc, parce que vous allez proposer aux gens de changer le système, mais pas pour autre chose, pas pour une idée abstraite, pour une idée très concrète, qui est que la planète survive. Bien sûr, et ça veut dire restaurer l'idée de limite. Vous savez, le libéralisme, à l'origine, moi je ne suis pas ataviquement anti-libéral, le libéralisme, à l'origine, c'était une doctrine philosophique qui voulait imposer des limites aux églises, imposer des limites aux États, imposer des limites aussi aux entreprises, que chacun ait sa sphère. Aujourd'hui, ça s'est transformé, dans le néolibéralisme, en quelque chose qui est l'antithèse de ça, c'est-à-dire l'illimité. On produit toujours plus, les multinationales sont toujours plus puissantes, les riches sont toujours plus riches, et finalement, ce qu'on a sous les yeux, c'est l'hubris, c'est la démesure. Et cette démesure, elle mène le monde au chaos. Et donc, il y a un problème de système. Nicolas Hulot, quand il démissionne, il le dit, il dit « je suis obligé de démissionner parce qu'en fait, et en même temps le libéralisme et en même temps un peu de vert, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des contradictions. Tant qu'on n'aura pas décidé de trancher de manière claire, eh bien, on ira dans le mur. » Non mais vous savez, John Lennon disait « avant de faire la révolution dans la rue, il faut la faire d'abord dans sa tête. » Exactement. Et je crois que les gens aujourd'hui, ils doivent faire la révolution dans leur tête en se disant « soit je continue à vivre comme ça, mais en 2050, c'est mort », soit j'essaye de transformer la société et on va survivre. Voilà, c'est tout. Bien sûr, et le 2050, encore, vous êtes un optimiste forcené. C'est-à-dire que le GIEC, ils ont donné une date, c'est 2030. Donc on a 12 ans, en fait, pour mener les transformations. C'est impossible. En 2030, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. Ça devient une spirale et on ne contrôlera plus rien, même si on décide d'agir. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, en fait. Alors, mercredi, vous avez lancé un mouvement qui s'appelle Place Publique, un mouvement citoyen, écologie, solidaire. Vous voulez rassembler la gauche, donc le PS, le PC, Europe Écologie Les Verts, Génération de Benoît Hamon, Hulot même. Il n'y a que Mélenchon qui... Non, en fait, on fait un mouvement et franchement, on va pas faire de... on n'est pas une boîte de nuit avec un videur qui va dire non, les baskets, c'est pas les bonnes. On fait un mouvement où on dit, voilà, les gens qui partagent notre angoisse face à cette question démocratique et cette question écologique, ils sont tous les bienvenus.
Et d'ailleurs, il y a un truc assez drôle, c'est qu'on ne s'est pas demandé entre nous pour qui on avait voté. Ouais. Et on l'a fait au moment du lancement. Comme ça, on s'est fait un test, on était 100 dans une salle et on s'est dit, mais finalement, pour qui vous avez voté? C'était vraiment ultra éclaté, quoi. La structure des votes. Il y a un tiers qui avait voté pour Mélenchon, un tiers pour... Enfin, il n'y a pas beaucoup pour Fillon et Le Pen, mais un tiers pour Hamon, un tiers pour Macron. Et des gens qui regrettaient tous, en quelque sorte, de ne pas jamais pouvoir voter pour quelque chose à laquelle ils adhèrent Quelque chose qui complètement. pouvait changer les choses, en fait. Bien sûr, et je pense que ça ne peut pas avoir lieu dans des structures partisanes qui sont nécessairement, c'est même pas une critique morale, sont nécessairement, parce qu'elles existent comme écuries électorales pour les élections, elles sont nécessairement méfiantes les unes vis-à-vis des autres. Les européennes, vous allez présenter quelque chose, vous allez soutenir quelqu'un? Nous, il ne s'agit vraiment pas de faire une liste de plus dans un paysage qui est déjà extrêmement éparpillé, hein. Ouais. Mais bien sûr qu'on va s'emparer de la question des européennes, parce que toute cette question du réchauffement climatique, la question des solidarités sociales, la question de la lutte contre les multinationales qui font n'importe quoi avec notre planète, ça implique l'échelle européenne. Donc on va s'en emparer. Et en fait, on n'a plus le temps de laisser passer des élections comme ça en tant que spectateur à se plaindre. En gros, de se dire qu'est-ce qu'elle est nulle notre classe politique. Ouais. Alors, à chaque fois que vous voulez vous plaindre, vous venez chez nous et on va se plaindre ensemble et on va agir pour imposer des idées. Et donc, voilà, chaque plainte... À un moment, il faut voter, Raphaël. Vous avez Bien sûr. Oui. Il faut voter, mais on est en pouvoir de redessiner cette carte politique. On va produire des idées, et si on est assez nombreux, ensuite on va dire aux listes politiques qui se présentent avec laquelle de nos idées vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Et bien si vous êtes d'accord, il n'y en aura qu'une. Ce qu'avait fait Nicolas Hulot, d'ailleurs. Ouais. Il y a une dernière chose là qui me revient. Là. C'est la question Colombo. Raphaël Glucksmann, le 13 novembre 2015, au matin, vous enterrez votre père. Le soir même, ce sont les attentats du Bataclan. Et le lendemain, le 14 novembre, sur le plateau de Laurent Ruquier, vous rencontrez Léa Salamé. C'est bizarre la vie, non? Ouais, c'était des jours de chaos absolu. Je me souviens d'ailleurs que le soir du 13, on a fait un pot pour commémorer mon père. Et donc il y avait tous ses copains, et la plupart de ses copains, c'était quand même des médecins humanitaires. Et en fait, nous, mes parents habitaient juste à côté des lieux des attentats. Et donc, ces médecins sont descendus poser des garrots. Donc, ils étaient là pour commémorer. Et tout d'un coup, tous les téléphones se mettent à sonner. Ils descendent poser des garrots. Vraiment une atmosphère de fin du monde. Et il y avait cette émission de Ruquier où moi, j'ai dit non plusieurs fois pour y aller parce que je me sentais pas du tout de passer à la télé à ce moment-là de ma vie, quoi. Et c'est ma mère qui m'a dit mais non, vas-y. Et vas-y, c'est important de parler. En ce moment, les gens, ils sont en attente d'une parole qui essaye de mettre des mots un peu sur l'état de choc total de l'ensemble de la société française. Donc j'y suis allé et effectivement, j'ai rencontré celle qui allait plus tard, mais pas là. Comme quoi, dans une situation tragique, peut naître... Mais c'est ça, moi je ne vais pas extrapoler sur ma vie à moi, mais on est dans cette situation tragique tous collectivement aujourd'hui. Et donc, il y a un vers d'un poète allemand que j'adore, qui s'appelle Hölderlin, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». On peut trouver dans cette période tragique qu'on traverse les ressources et les raisons de réellement réinventer notre destin commun. Et c'est ça, c'est toute ma vie, toute ma lutte. Je ne ferai que ça. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que je pense que votre père serait très fier de vous. Ça va, mon Lolo? Ça va très bien. Alors, comme tu le sais, Thierry, je suis très bien payé pour faire cette émission. C'est vrai. Souvent, quand tu es au montage, je te dis « Oh là là, Lolo, qu'est-ce que t'es drôle. J'ai envie de doubler ton salaire. » Et je te dis « Non, c'est trop, c'est trop. » Alors, je ne veux pas d'augmentation. Tu le sais, en revanche, vu le prix de l'essence en ce moment, et j'habite... Non, alors, habitant très loin, j'aimerais que tu me remplisses mon petit bidon. On va te remplir ton bidon, mon Lolo. Sinon... je vais être obligé de venir à vélo et je vais arriver 2 heures trop tard. Non, mais c'est clair. Voilà, je veux que tu me remplisses mon petit bidon. Tu veux quoi? Tu veux du kérosène? Je voudrais du super. Du super sans plomb? Sans plomb. Il n'y a pas de problème, Laurent, c'est comme si c'était fait.
down. Salut les terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffie. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Très bien. Bien, alors vous décernerez vos Moix d'or après la battle. Mais d'abord, c'est quoi le thème de la semaine des Moix d'or? La perte. D'accord. La perte de mémoire, la perte de cheveux. Quoi que ça va mieux là quand même. Mais tout de suite, c'est l'heure de la battle. Alors, le thème de ce soir, 17 novembre, le peuple contre les élites, avec Priscilla Ludowski, Alexis Corbière, Aurélien Taché et Sébastien Chenu. Alors, Priscilla Ludowski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commerçante et à l'origine d'une pétition réclamant la baisse des prix à la pompe. Bienvenue parmi nous. Alexis Corbière, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Bienvenue parmi nous, Alexis. Aurélien Taché, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche du Val d'Oise. Bienvenue parmi nous. Et Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, député du Nord. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis son élection, Macron est accusé par la gauche d'être le président des riches. Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Tandis que la droite lui reproche d'être le président des villes. C'est la mesure de l'échec des élites. Pour tenter de corriger son image avant les européennes, il s'est donc rendu cette semaine dans l'Est et le Nord de la France. Le problème, c'est que son plan com est sérieusement contrarié par le mouvement des Gilets jaunes, qui appelle à bloquer le pays le samedi 17 novembre. Franchement, regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Oui, mais bon, il y a des taxes, il y a quand même des taxes de l'État. Non, mais c'est vrai, et je les assume. À 60%. En augmentant les taxes écologiques sur l'essence, Macron honore son titre de champion de la Terre attribué par l'ONU. Make our planet great again. Mais il confirme aussi sa réputation de président des riches et des villes. Je trouve que, à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. On est pris à la gorge. En effet, la hausse de l'essence pénalise avant tout les Français qui gagnent le moins d'argent et ceux qui habitent en dehors des grosses agglomérations. On nous saigne à vivre, on nous fait pas de cadeaux. Jusqu'à présent, ces Français avaient du mal à se faire entendre, mais les réseaux sociaux ont changé la donne. Le coup de gueule de Jacqueline Moreau a été vu plus de 6 millions de fois. Vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel parce que soi-disant c'était moins polluant à une époque. C'était pas vous, mais on s'en fout, c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui. La pétition lancée par Priscilla Ludowski frôle le 1 million de signatures. Et puis surtout, l'appel au blocage national lancé par 2 routiers de Seine-et-Marne. Il y aura un avant 17 et un après 17. Est soutenu par plus de 200 000 personnes. Ils sont gentils de nous coller des taxes comme ça sans arrêt. Mais le jour où on va descendre. Pour l'opposition, c'est l'occasion idéale d'affaiblir Macron avant les européennes. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont donc relayé l'appel au blocage pour tenter d'en faire un mouvement anti-Macron. Comme le gouvernement ment aux Français, c'est ça le pire, c'est qu'il ment aux Français. En faisant croire que c'est pour l'écologie, en faisant croire que c'est nécessaire, alors que c'est simplement pour faire les poches des Français, eh bien je dis que si nos concitoyens ne réagissent pas, eh bien ce sera sans fin. De son côté, même si la sortie du diesel faisait partie de son programme, Mélenchon soutient malgré tout la révolte. Ils se mettent en colère. Ont-ils raison ou non d'être en colère? Oui, ils ont raison. Mais après, il y a un problème. Voilà qui est venu se mettre là au milieu des fachos.
Mélenchon et Le Pen ne gouverneront jamais ensemble, comme le mouvement 5 étoiles et la Ligue en Italie. N'empêche, aux européennes, leurs voix s'additionneront pour transformer le scrutin en référendum anti-Macron. D'ailleurs, dès samedi prochain, leurs sympathisants qui se joindront au blocage porteront tous un gilet de la même couleur, jaune. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Priscilla Ludowski, vous avez 33 ans. Vous vivez à Savigny-le-Temple. C'est ça. Vous avez une boutique de cosmétiques bio. Vous êtes à l'origine de cette pétition qui réclame la baisse du prix des carburants. Voilà. Ça va, la baisse? La baisse. En fait, vous avez arrêté les transports en commun il y a 1 an, parce qu'il y avait trop de grèves, il y avait trop de retard. Vous avez décidé de choisir la voiture, et maintenant, voilà pas que la voiture est impossible financièrement. C'est ça le problème, en fait. C'est ça, au bout d'un certain temps, lorsqu'on prend son véhicule pour faire de longues distances, puisque de Seine-et-Marne à Paris, ça fait un certain temps, en heure de pointe, ça met encore plus de temps. Donc forcément, lorsque la facture augmente, on s'en rend compte tout de suite. Voilà, et c'est de là que ça a démarré, et c'est là que j'ai fait quelques recherches, et puis j'ai vu que quand même, c'était pas très cohérent tout ça. Aurélien Taché, bonsoir. Vous, c'est sans moi le 17, j'imagine? C'est sans moi le 17. Pour vous, tout ça, c'est la faute du prix du baril, hein? Il y a effectivement 16 centimes sur les 20 centimes qui sont le prix du baril, ça c'est incontestable. Donc, et on peut après toujours dire qu'effectivement à la fin c'est les Français qui payent. Je suis d'accord, mais enfin c'est pas le gouvernement qui décide de l'augmentation du prix du pétrole. Et puis il y a une partie de taxes qu'on assume en partie, notamment quand il s'agit d'aligner le diesel sur l'essence. Le diesel, c'est 50 000 personnes qui meurent chaque année à cause des particules. C'est un truc qui pollue depuis 30 ans, on le sait. Alors oui, c'est vrai que ceux qui ont acheté il y a 30 ans sur les conseils des gouvernements de l'époque, aujourd'hui, c'est compliqué, donc il faut les aider. C'est pour ça qu'on met en place des choses. On donne 2 000 € aux Français pour s'acheter une autre voiture. J'entendais la dame qui disait tout à l'heure, et moi j'ai pas l'argent. Et donc il faut donner de l'argent aux Français qui n'ont pas les moyens pour changer de voiture. Mais en même temps, il faut sortir du diesel, parce que le diesel, ça tue. Et qu'à un moment, soit on assume quand on est aux responsabilités de prendre des décisions qu'il faut prendre, soit on ne demande pas à accéder aux responsabilités. Alors, ce qu'il faut dire quand même, effectivement, c'est que l'essence est chère en France. Enfin, elle est chère dans tous les pays d'Europe, hein. Vous savez que les Italiens viennent faire le plein en France, parce que c'est encore plus cher en Italie. Donc vous pensez que l'essence chère, ça peut sauver la planète, en fait? Je pense qu'il faut absolument qu'on trouve un moyen de sortir du tout pétrole. Je sais qu'actuellement c'est dur pour un certain nombre de Français qui prennent leur voiture. Il faut aussi qu'on trouve des solutions pour ça, mais on ne peut pas être dans la démagogie. Je suis désolé, quand Jean-Luc Mélenchon propose dans son programme de sortir des énergies fossiles en 2035, quand Alexis Corbière, qui est là, signe un amendement pour dire qu'il faut 500 millions d'euros de plus sur la taxe carbone, elle est où la cohérence d'aller défiler dans la rue avec des appels en plus qui sont relayés par le Front National, si ce n'est uniquement pour surfer sur la colère des Français parce que c'est facile. D'accord, c'est facile, très bien, mais politiquement, c'est pas courageux. Alors, le gouvernement donc étudie des aides. Alors, par exemple, ceux qui font 30 km par jour, ils auront une aide à condition qu'ils gagnent la moitié du SMIC, etc. Il n'y a pas que ça. On va aussi augmenter un chèque énergie pour ceux qui ont, pour les Français qui ont le moins chèque d'argent. énergie va passer de 150 € à 200 €. Il y aura des ristournes fiscales, des primes à la conversion. Excusez-moi de vous le dire quand même, c'est un peu usine à gaz, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, on augmente l'essence, et de l'autre côté, on refile du pognon aux gens. Enfin, c'est compliqué. Honnêtement, c'est... L'usine à gaz qui a augmenté aussi. On augmente l'essence parce qu'il faut sortir du tout pétrole et on aide ceux qui ne peuvent pas assumer cette transition sans avoir une aide de l'État, et c'est normal qu'on le fasse. D'accord. Alors, Alexis Corbière, pendant la campagne de 2017, Jean-Luc Mélenchon était pour la sortie du diesel, hein. Il l'est toujours. Ah bon? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu écolo quand ça l'arrange, non? Pas du tout. C'est vous qui devriez mieux écouter ce qu'on dit. Il faut sortir du diesel, c'est pas le sujet. Même les gens qui utilisent le diesel sont pour sortir du diesel. La question, c'est comment on fait. Là, c'est un truc uniquement punitif qui va frapper les gens modestes. On le sait très bien, en raison de problèmes de transport public qui ne sont pas assez développés, de choix qui ont été faits. Les cars Macron, par exemple, qui ont été mis en place à la place du rail. On peut discuter de tout ça. Hein, que défend M. Taché, le président de la République qui défend, a dit à un moment donné, on va mettre moins de moyens dans le rail et plus dans les cars qui polluent plus. Et on pourrait continuer à... Alors, les éléments de langage du gouvernement, que répète M. Taché, qui ont été déjà dit par de Rugy, c'est de faire croire que nous serions favorables à l'époque à ça. Jamais on n'a été favorable à l'augmentation du diesel à la pompe. Ce que nous avons dit, par contre, c'est que ceux qui utilisent des grandes flottes, des grands groupes qui polluent vraiment, parce qu'il faut savoir qu'un grand transporteur maritime utilise autant qu'1 million de voitures. Oui, lui, ça, oui. Lui, il faut le taxer. Et des fois, on a l'impression qu'on fait chier les gens alors qu'il y a Non, voilà, mais par contre, les petits gens, les gens modestes, là, c'est pas eux. Eux, c'est vraiment en bout de la chaîne. Et qu'on le veuille ou non, après, le gouvernement peut nous raconter ce qu'il veut. Ça vient d'être dit par Laurent Baffy, le gaz a augmenté, l'inflation elle est de 2,5%, ça aussi ça augmente, bref c'est de la baisse du pouvoir d'achat. Et il y a un problème, c'est que le gouvernement répète depuis un moment qu'il va augmenter le pouvoir d'achat, et concrètement ce que voient les Français, c'est que le pouvoir d'achat il baisse. Après tout le reste c'est du baratin. Est-ce que
le 17 novembre n'est pas non plus pour la France insoumise l'occasion de prendre une revanche sur toutes ces mobilisations ratées qu'il y a eu sur la SNCF, sur la loi travail, etc. Mais raté, je sais pas, on s'est mobilisé. Ah, si, raté, non, mais on avait raison, vous savez, dans la vie, on se bat, et puis il y a des moments où on gagne, on perd. Là, en l'occurrence, on n'a pas réussi à les faire reculer, mais moi, je vais être clair sur le 17 novembre. Le 17 novembre, c'est pas nous qui en sommes à l'initiative. C'est des citoyens qui sont pas engagés politiquement, qui votent je ne sais trop quoi, peut-être pas du tout pour nous d'ailleurs, j'en sais rien, mais qui ont dit, on lance cette affaire. Je crois que c'est aussi pour ça que ça a eu du succès. C'est que les gens se sont dit, c'est un truc hors partidaire, qui est sur une question. On a peut-être plein de désaccords entre nous sur plein de sujets, mais sur cette question-là, on dit, c'est pas normal que ce soit nous, les gens modestes, qui nous retrouvions taxés une fois de plus. Donc moi, à la fois, je soutiens, mais je respecte le message de « on veut pas de récupération politique ». Voilà ce qu'on dit. Je dis, si le 17, c'est un succès et que le gouvernement recule là-dessus, c'est une bonne chose. Et alors, est-ce qu'il y aura des amis qui seront présents? C'est vrai que c'est parti de la base, c'est un peu comme et c'est ça qui fait sa force. Et comme sûr. je veux que le truc se développe, je ne veux pas donner l'impression que je récupère ou je sais pas quoi. Et je termine pour que ce soit clair. Et c'est vrai qu'après, il y a des forces d'extrême droite qui, après souvent un discours xénophobe, qui le disent aussi. Non, mais il y a des groupes divers, même pas seulement le Rassemblement national. Et moi, j'ai des amis qui sont parfois un peu gênés, qui disent la cause est juste, mais j'ai pas envie de me retrouver aux côtés d'un tel. Bon, je respecte tout ça, mais revenons à l'essentiel. Le 1er janvier, l'augmentation du diesel, c'est scandaleux et ça va frapper particulièrement les catégories moyennes et les catégories les plus modestes. D'accord. Alors, Monsieur Chenu, vous faites partie des forces d'extrême droite qui récupèrent le sentiment populaire. Non, nous, ça fait longtemps qu'on se bat sur ce sujet-là et qu'on avait dénoncé les politiques du gouvernement parce qu'on entend depuis longtemps ce qui se passe dans le pays. Les automobilistes, les habitants de la ruralité, les habitants de la périphérie, ils ont la double, la triple peine. Il y a eu les radars. Il y a eu le contrôle technique dont on a multiplié les critères. Il y a eu les PV de stationnement qui ont augmenté. Il y a eu les 80 km/h dont le bilan d'ailleurs accidentogène sur les routes en termes de mortalité n'est pas bon. À la rentrée, il n'est pas bon. Donc on peut se poser la question. Le gouvernement nous avait chanté cette chanson en disant la main sur le cœur, attention, ça va faire baisser le nombre de morts. C'est pas le cas. Et donc on voit bien que le gouvernement a pris, comme il l'a fait avec les retraités, une cible qui sont des Français qui ne peuvent rien dire. Car quand on a besoin de sa voiture pour se déplacer, on ne peut rien dire devant la pompe à essence, et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement injuste. Devant la pompe à essence, tous les Français, évidemment, sont au même niveau. Et les Français qui ont besoin de la voiture ne peuvent pas protester. Alors cette manifestation lancée par des citoyens, que nous, on a, sur les sujets sur lesquels on a déjà travaillé il y a très longtemps, qu'on a dénoncé il y a très longtemps, on la soutient. Là, sur l'écologie, sur la transition écologique, cette fiscalité, elle est injuste, je viens de le démontrer, mais elle est hypocrite, puisque l'essentiel de ce que le gouvernement récupère en termes de dividendes, il ne le réoriente pas sur une fiscalité écologique, voire même pire. Le Canard enchaîné l'a déclaré, l'a dévoilé cette semaine. Le budget du ministère de l'écologie est moindre que l'an passé. Par conséquent, ce gouvernement se moque de nous. Il a trouvé la poule aux œufs d'or, comme il l'avait fait avec les retraités, il le fait avec les habitants de la ruralité, il le fait avec les Français qui ont juste le droit de se serrer la ceinture et de la fermer. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à développer, c'est l'hydrogène. On investit uniquement 100 millions en France dans le plan hydrogène. C'est ridicule par rapport à ce que font des pays comme la Chine. Là, on a un chemin qu'il faut suivre, sur lequel il faut évidemment accentuer la recherche publique. Vous pensez que les lobbies pétroliers se battent contre le développement de l'hydrogène, par exemple? Ce ne serait pas étonnant. Ce ne serait pas étonnant, mais comme de toute façon la République En Marche défend plutôt des intérêts que des idées, je comprends pourquoi. En attendant, c'est vous qui faites les intérêts du lobby pétrolier, parce qu'en ne voulant pas taxer le diesel, en ne voulant pas augmenter les taxes sur le pétrole, on voit bien. J'aimerais bien réagir là-dessus. Occupez-vous de l'intérêt des Français. Je vous laisse répondre tout de suite, mais c'est facile encore une fois. Je vais vous répondre. Dupont-Aignan, il avait signé l'appel de Hulot pour faire une taxe carbone. Quand on n'est pas aux responsabilités, c'est facile de se dire parce que c'est populaire, on va dire qu'effectivement c'est bien d'aller dans la rue. C'est bien aussi quand on n'arrive pas à mettre les Français dans la rue, d'aller se greffer à des manifestations. Mais enfin, tout ça, c'est quand même totalement irresponsable et ça ne dit absolument rien de ce qu'il faut faire pour sortir du diesel et pour protéger la santé des Français. Je viens de vous donner l'exemple de l'hydrogène. Ce que je trouve tout à fait hypocrite dans tout ça, c'est que voilà, on nous demande d'acheter des véhicules électriques. On nous dit que les véhicules diesel polluent. Oui. On nous dit que les véhicules à essence polluent. Oui, d'accord. Les véhicules électriques, quand on les fabrique, ils sont beaucoup plus polluants que la fabrication d'un véhicule diesel. Quand on les utilise, ils pompent sur déjà. On ne peut pas forcément les charger n'importe où parce qu'il n'y a pas assez de bornes déjà. Et on ne sait pas recycler les batteries. Et en plus, on ne sait pas recycler les batteries. Et à l'utilisation, on pompe sur le nucléaire et sur le charbon parce qu'on s'approvisionne en électricité en Allemagne, d'accord. Donc c'est plus polluant. Donc c'est hypocrite de nous dire on vous taxe pour vous diriger vers de l'électrique lorsque l'électrique c'est plus polluant que le diesel. Allez. Il faut que les choses soient claires. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une transition écologique. Évidemment, c'est l'obligation de notre siècle. La question, c'est particulièrement, vous savez, moi j'habite en Seine-Saint-Denis, c'est déjà compliqué, mais particulièrement en province.
quand même vous augmenterez le prix du diesel. C'est une obligation d'utiliser son véhicule dans beaucoup d'endroits. Oui. Vous ne pouvez pas aller travailler. Vous ne pouvez pas même aller faire vos courses parce qu'en raison de l'évolution, les petits commerces sont fermés, c'est le supermarché d'à côté. Donc les gens sont piégés. Donc vous ne ferez rien, il n'y a aucune pédagogie là-dedans. À la limite, il y aurait un développement de transport public. Là, on pourrait dire, bon non, il y a un choix qui est fait. Quand tu habites le centre-ville, franchement, c'est pour ça que, bon non, je pense beaucoup de gens qui mettent ça sont totalement déconnectés. C'est facile de dire, il y a les transports en commun qui sont là, on a une alternative. Et franchement, au bout d'un moment, n'importe quel esprit raisonnable se dit, bah, je vais vendre ma voiture. Mais dans beaucoup d'endroits, vous êtes piégés. C'est une trappe dans laquelle on a mis les gens. Et là, donc, clairement, ça frappe ceux qui sont surtout les ruraux, les gens qui, pour aller bosser, sont dans des situations de précarité, de temps partiel subi, où le matin, je vais bosser, je reviens, je vais aller chercher les gosses ailleurs. Ouais. Bon, donc il n'y a aucune vertu pédagogique. Et là encore, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'on augmente ça, mais le CICE, il y a 40 milliards d'argent public qui a été rendu aux grands groupes, notamment les grands groupes pétroliers. Qu'est-ce qu'on leur demande à ces gens ? Rien. Alors, donc c'est les gens modestes à la pompe et les grands groupes qui applaudissent en vérité. Bon, moi je suis pas d'accord. Un mot, Priscilla. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, moi je trouve hypocrite l'argument écologique associé à l'augmentation des taxes. Lorsqu'on nous dit qu'on va abandonner le pétrole, alors qu'à côté de ça, on autorise Total à forer du pétrole en Guyane encore une fois, et que c'est censé, soi-disant, aller dans le sens de l'environnement, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est une chose. Ensuite, on nous dit qu'il faut nous accompagner, et qu'il faut qu'on apprenne à abandonner le véhicule. Dans certaines grandes banlieues, c'est possible parce qu'on alterne avec les transports en commun, qui fonctionnent pas très bien, mais dans certaines zones, les gens effectivement n'ont pas le choix que de prendre le véhicule. Donc il faudrait peut-être déjà investir dans des infrastructures de transport pour que les gens puissent se déplacer autrement. C'est pas aujourd'hui en 2018 qu'on a appris que le diesel et l'essence polluaient. Ça aurait pu s'anticiper. Et les 60% qui ont été pris jusqu'à aujourd'hui, à quoi elles ont servi ? Mais moi je suis d'accord avec vous, mais avant 2018, j'étais pas en responsabilité. Demandez pas à La République En Marche d'assumer ce qui s'est passé avant l'élection d'Emmanuel Macron. On a affaire à des gens. Il n'y a pas de continuité de la République. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui vous disent c'est pas moi, c'était celui d'avant. Mais c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Thierry, pardon. Moi, je veux bien cet argument, mais quand même, Emmanuel Macron, il était ministre du gouvernement précédent. Oui. Il y en avait quand même. Non, mais moi, je veux bien que. Mais vous étiez quand même en responsabilité. Vous étiez dans les cabinets ministériels. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas sortis de l'œuf. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron, il était en charge de la transition écologique dans le gouvernement précédent. Ne lui faites pas. Je sais que vous lui reprochez beaucoup de choses, mais enfin, ne lui faites pas porter des choses qu'il ne peut pas assumer. Donc, il n'était pas d'accord avec le gouvernement précédent. Il était dans le gouvernement avec lequel il n'était pas d'accord. On les prend. L'investissement dans les transports, on les fait. Il y a des milliards d'euros qui sont mis. Mais bien sûr, la réforme de la SNCF, vous le savez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est complètement faux. Il n'y a jamais eu autant d'investissements dans le ferroviaire que depuis ce gouvernement. Il y a une loi transport qui arrive, qui va augmenter encore ces investissements dans les transports du quotidien. Moi, je suis député de Cergy, oui, on va mettre de l'argent dans le RER, on va mettre de l'argent dans les transports. Par contre, à côté de ça, il faut aussi avoir le courage de prendre des décisions impopulaires. C'est un peu facile, encore une fois, parce qu'on est dans l'opposition, de dire que les décisions impopulaires, vous ne les auriez pas prises. On sait très bien qu'il faut en sortir du pétrole et que le diesel, il faut le taxer. Mais dans ce cas-là, partageons la facture, puisque le taxe sur le kérosène n'est pas appliqué. Je suis d'accord avec ça. Et donc, pardon, juste, pas faire autrement. à propos de décisions impopulaires, moi, je pense qu'il ne faut pas taxer le diesel, je pense qu'il faut supprimer le diesel, quitte à se répartir après les coûts pour les personnes les plus... Juste, c'est quand même le débat de toutes les hypocrisies aussi, parce que j'entends de l'autre côté les grandes surfaces, les grands groupes qui nous disent « Ah bon, on va mettre l'essence à prix coûtant ». Mais enfin, que les Français ne soient pas dupes. Ils le font parce qu'ils ont bénéficié pendant des années des politiques que vous avez installées. Emmanuel Macron, il était ministre des Finances. Le CICE, qui a coûté, Corbière vient de le dire, des milliards d'euros aux Français. Pourquoi aujourd'hui, ces grands groupes commerciaux permettent de dire « On met l'essence au prix coûtant ». C'est parce qu'ils le font avec l'argent des Français. Donc c'est vraiment ce débat de toutes les hypocrisies auxquelles on assiste en ce moment. Non, pas du tout. On ne comprend pas du tout. Et les Français, au bout du compte, des deux côtés, ils sont victimes. Ils sont victimes des deux côtés. Ils sont victimes au moment où ils montent dans leur voiture et ils sont victimes avec leur feuille d'impôt. Yann, vous pensez quoi de ce débat ? Il y a une sorte de schizophrénie à tous les niveaux. D'abord, effectivement, une schizophrénie entre le local et l'international. Je rejoins ce que dit monsieur. C'est pas de la faute d'Emmanuel Macron si tout d'un coup le prix du brut augmente, s'il y a des nouveaux arrivants gros consommateurs sur le marché international comme l'Inde ou la Chine par exemple, et qu'il y a une raréfaction du pétrole de la part des pays de l'OPEP et aussi des autres pays dont la Russie. Ça c'est une première donnée et Emmanuel Macron ne peut pas en être responsable. Une autre dichotomie, une autre schizophrénie, c'est celle qui consiste à dire qu'il faut sortir de la pollution et de l'intoxication perpétuelle et quand même garder les avantages du diesel. Et on en est là aussi, on est écartelé. Et effectivement, les phases de transition, c'est toujours pour après. On n'a jamais envie de déménager. On aime bien être dans un appartement et dans un autre, mais la phase des camions, des déménagements et des gens chez vous qui salopent votre tapis n'est pas la phase la plus agréable. C'est pas simplement vivre sans les énergies fossiles. Peut-être que la civilisation de la voiture est obsolète. Jean-Yann a écrit en 1977 un livre que je trouve très important. Il s'appelait « L'Apocalypse, c'est pour demain ». Il racontait un monde dans lequel les gens ne pouvaient plus s'arrêter de conduire parce qu'ils ne trouvaient plus de place pour se garer. Donc le cercle était totalement vicieux. Il fallait s'approvisionner sans cesse pour ne pas trouver de place.
Et je crois que la société de la voiture crée une société d'embouteillage au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que ça crée de l'individualité de masse. On est là chacun à faire du tape-cul avec le voisin de devant ou celui de derrière, sans jamais s'adresser la parole, sans jamais communiquer. Ça, c'est pas vrai, il y a des gestes amicaux. On est enfermé dans un habitacle, et peut-être que la civilisation de la voiture était celle du XXe siècle, et que le XXIe siècle sera peut-être un lieu, un espace, dans lequel les gens devront vivre en collectivité, se déplacer ensemble. Pour une fois, je me range du côté de la République En Marche. Une fois n'est pas coutume dans la vie. Et puis les marcheurs, par rapport à la voiture, ça ne peut faire que du bien. Le 17 novembre, c'est dans une semaine. Vous allez manifester le 17. Moi, je suis pour que... vous allez vous retrouver à côté de Sébastien Chenu. Ça vous dérange pas? Premièrement, quand il y a des grandes manifestations, on se retrouve avec des tas de gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes opinions sur des tas de sujets. D'accord? Donc, il y aura peut-être des gens qui pensent que Marine Le Pen est la réponse. Je pense qu'ils ont tort. Mais si sur une question, on peut se retrouver, si le peuple peut se rassembler sur une question et faire reculer cette logique... C'est incroyable. C'est ce jour-là, on va voir dans la rue, côte à côte, Alexis Corbière et Sébastien Chenu. En ce qui me concerne, ce ne sera pas la première fois de ma vie que je manifesterai avec des gens avec qui j'ai des divergences. J'ai manifesté contre les plans de réforme de retraite d'Emmanuel Macron avec des gens qui avaient des opinions différentes. J'ai manifesté pour le mariage pour tous avec des gens qui avaient probablement... le mariage Oui, pour bien tous. sûr, qui avaient des opinions différentes des miennes. Et je l'ai fait parce qu'à chaque fois, j'ai pensé que c'était l'intérêt général. Et nous sommes là où nous pensons que c'est l'intérêt des Français. Priscilla? Là, le mouvement rassemble les personnes, mais aussi les métiers. Ça rassemble un bon nombre de personnes qui en a ras-le-bol dans son métier ou dans sa vie quotidienne. Voilà. Et c'est une décision qui a été prise de manifester parce que c'est le seul moyen de se faire entendre, c'est le moyen de faire augmenter le volume lorsqu'on a quelque chose à dire. On ne peut pas envoyer un texte au ministère, hein, vous confirmez? Voilà, donc voilà, on descend dans la rue pour dire stop. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Priscilla Hudowski, merci d'avoir été avec nous. Alexis Corbière, merci d'avoir été avec nous. Aurélien Taché, courageux face à tout le monde. Bravo, vous êtes quelqu'un de... Sébastien Chenu, merci, voilà, merci à tous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Mouex d'or. Ce soir, le thème, c'est la perte. Alors, je vais commencer par décerner un Mouex d'or à Emmanuel Macron. Oui. Mouex d'or de la perte de temps. Emmanuel Macron a en ce moment fait une sorte de tournée mémorielle sur les lieux de la Grande Guerre. Le tour des popotes des morts, il fait la tournée des morts comme on fait un peu tourner les tables. Et la tournée mémorielle, d'ailleurs, rien ne vaut la guerre en temps de paix. Hein. C'est toujours très agréable. Quand quelqu'un n'a pas fait son service militaire, n'a pas fait la guerre et n'a sans doute même jamais débarrassé à table, aller là, tout d'un coup sur les grands champs de bataille et ça doit donner des sensations. Donc, ce que j'aime pas, si vous voulez, dans cette tournée mémorielle, Thierry, c'est justement la commémoration. Car on croit que c'est bien de commémorer et je crois que commémorer est quelque chose de très grave. La mémoire, j'adore ça. La mémoire, ça consiste à faire advenir le passé dans le présent, c'est-à-dire faire revivre le passé. Alors que la commémoration, c'est l'inverse. C'est assister aux funérailles du passé. La commémoration, c'est mettre le passé dans un cercueil, et hop, c'est fait, on n'a plus besoin de réfléchir là-dessus. Je dirais que la mémoire, c'est fait pour penser le passé, alors que la commémoration, c'est simplement fait pour penser au passé. C'est pas la même chose. Là, on a l'impression qu'il rend visite à une vieille tante, et que le simple fait de s'incliner devant une tombe le dispense de toute pensée intellectuelle sur le passé. Donc, on a vu à la recherche du temps perdu, voici à la recherche du temps à perdre, et je vais continuer sur cette lancée par un deuxième Mouex d'or qui va de pair avec cette absence de pensée sur les tombes. C'est ce qui s'est passé avec l'hommage qui n'a pas été finalement rendu au maréchal Pétain. Car on peut raturer l'élan premier, n'empêche que l'élan premier a été que le président de la République française a voulu rendre hommage aux invalides au maréchal Pétain. Et ça, Thierry, je trouve ça gravissime. François Mitterrand, pendant des années, a fait déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du maréchal Pétain à l'Île-Dieu. Jacques Chirac avait arrêté. Vous allez me dire, le président de la République n'est pas François Mitterrand. Le président de la République actuelle n'a pas été décoré de la Francisque et le président de la République actuelle n'a pas eu comme meilleur ami Bousquet. Donc ça fait une petite différence. Il n'a peut-être pas envie d'offrir des fleurs tous les ans au maréchal Pétain. Donc on peut penser ce qu'on veut, mais effectivement, si je dis... en 1914, Pétain a été un très bon soldat. On peut décliner ce genre de logique de la manière suivante.
Petiot a dissous ses clients dans la chaux vive, mais avant de le faire, c'était un excellent médecin, par exemple. Dieudonné a invité le négationniste Forisson sur scène, mais avant de faire ça, c'était quand même un grand humoriste. Bachar el-Assad est un assassin, mais avant, c'était un très bon ophtalmo. Voilà le genre de raisonnement. Ou Hitler était un bon caporal en 14-18, d'ailleurs. Oui. Il a fait des aquarelles très sensibles aussi. Très sensibles, très sensibles. Oui, oui. Et si vous voulez, moi, je considère que Pétain a toujours été collabo. Même en 1914, Pétain a été collabo. Si vous voulez, la collaboration, c'est une question d'état d'esprit. Et comme disait Richelieu, la trahison est une question de date. En fait, il a toujours été collabo, Pétain, mais à l'état latent. 1940 a révélé Pétain. Mais potentiellement, il a toujours été collabo. Pétain a sauvé des hommes en 14, mais il a assassiné l'humanité en 40. Quant à Macron, quand on est incapable de faire l'histoire, Thierry, on la défait. Ouais. Je vais maintenant décerner un Moix d'or à la perte de pouvoir à Gérard Collomb. Ouais. Ah, j'adore lui, c'est un peu avec... J'aime bien, il est gai, il a une tête un peu de Bouddha chimiothérapique. Il a les bottes... Non, c'est vrai. Oh, la formule qui tue. Non, mais c'est vrai. Il est zen avec une matraque dans le dos. Alors, il était ministre de l'Intérieur, donc il était national comme homme, et maintenant il est local. Hein. C'est un peu comme si Laure Manodou, tout d'un coup, demandait un pédiluve pour faire ses entraînements. Le type, il est plus à l'aise quand c'est étroit, étriqué. La France, c'est pas bien, Lyon, c'est mieux. Il en avait marre de faire le gendarme à Paris. Ce qui est bien avec Lyon, c'est que là-bas, il va pouvoir faire le guignol. Oh. Alors, je vous dis sur un autre Moix d'or, c'est le Moix d'or de la perte de cheveux à Justin Bieber. Ouais. Il s'est rasé le crâne. Évidemment, des millions d'adolescents dans le monde ont fait pareil. Et puis aussi, il s'est tatoué. Et il a tatoué aussi sa petite amie pour sceller leur amour de manière irréversible. Et donc, des millions d'adolescents dans le monde ont fait strictement la même chose. Alors, ça m'a rappelé le tournage d'un film que j'ai fait qui s'appelait Podium. Et ça m'a rappelé cette anecdote très drôle. Il y avait un Michel Sardou, un sosie de Michel Sardou sur le plateau, parce que c'était un film sur les sosies. Et ce sosie de Sardou m'a dit « J'ai un chagrin d'amour, Yann, Michel vient de se faire quitter. » Je dis « Mais c'est à lui que ça arrive, c'est pas à toi. » Et il me répond, le type « Oui, c'est bien pour ça que j'ai le moral à zéro. Parce que pour que quelque chose m'arrive, il faut quand même que ça lui arrive d'abord à lui. » Donc il y a des gens pour lesquels, en fait, il ne peut arriver quelque chose que si leur idole a d'abord subi cette chose. Donc moi, on me reproche d'aller tout le temps en Corée du Nord, le pays où tout le monde est censé avoir la même coiffure que Kim Il-sung, mais les Occidentaux ont leur Kim Il-sung, c'est un abruti de 15 ans et demi. Et Kate Middleton pour finir. Oui, alors, Moix d'or de la perte de poids, Kate Middleton. Alors, après avoir accouché de 3 enfants, elle se vante d'être tout à fait filiforme. Alors, il paraît que le secret de cette filiformité, c'est un mélange, un cocktail, un smoothie fait de spiruline, de cale et d'épinards. Alors, la spiruline, évidemment, a vu ses ventes se démultiplier dans le monde entier. Des millions et des millions de gens se sont précipités dans les magasins. Alors, je me suis dit, vu le suivisme ambiant par rapport à cette histoire, heureusement qu'elle n'est pas allée se recueillir sur la tombe du maréchal Pétain, et heureusement qu'elle n'y est pas allée avec Justin Bieber. Bravo. Bravo. Yann, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. Laurent Baffy, mon ami, est toujours là. Et j'accueille Julien Clerc, Éric Antoine et Inès Roux. On peut dire que vous avez magnifiquement, tous les trois, descendu l'escalier. C'est une petite épreuve comme ça au début de cette émission, mais bravo, vous l'avez bien fait. Alors, Julien Clerc, tout à l'heure, dans votre shopping, vous nous parlerez de votre reprise de la tournée 50 ans de carrière, de vos dates à la scène musicale du 22 au 25 novembre, de la réédition de votre dernier album À nos amours avec un nouveau single et 10 nouveaux titres live, et du coffret Anthologie qui regroupe 26 CD
Je crois que vous vendez votre voiture aussi, non? Alors, 50 ans de carrière, j'imagine que tout le monde vous dit que vous ne faites pas votre âge. Vos fans, si. En même temps, 50 ans de carrière, c'est 50 ans de Michel Drucker. Ça va? Moi, bien. Tout va bien, moi aussi, je l'aime beaucoup. Michel, si tu nous regardes. Et voilà, et 50 ans sans traverser du désert. Alors, ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, vous avez repris des cours de chant. J'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé. Ah ouais. Simplement, j'ai changé de professeur. Oui. Il a enterré 5 profs. Non, mais j'imagine que vous étiez avec Madame Charlot à un moment, non? J'étais avec Madame Charlot à un moment donné, qui nous a tous fait chanter. Bah oui. Elle avait des photos. Ça va, Eric? Aux anges. Bien entouré, Laurent est en pleine forme, j'adore. Quel look d'enfer, parce qu'on a des photos d'avant, évidemment. Ah oui, c'est pas le même délire. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? MC vous a confié à Christina Cordula, c'est ça? C'est magnifique. Vous avez arrêté de mettre les doigts dans la prise, parce que franchement... Il a mis les doigts dans Christina Cordula, c'est pas le de ça, la piste aux étoiles. Et maintenant, elle est classée parmi les filles les plus sexy du monde par le magazine GQ. Bien qu'elle soit née dans le corps d'un garçon, c'est Inès Rowe. Alors, vous vous êtes dit, quitte à devenir une femme, autant être une bombasse. Et c'est bien réussi, bravo, vraiment. Autant devenir le premier mannequin transgenre à poser pour Playboy, donc voilà, bravo. Mais moi, j'arrive pas à vous imaginer en homme quand je vois vos photos, et je me demande si en fait, vous n'êtes pas une fille sublime qui a inventé toute cette histoire de transgenre pour faire parler de vous, non? J'ai déjà pensé qu'un jour, je devrais refaire un deuxième coming out pour dire qu'en fait, tout ça a été faux, mais non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité, bien sûr. Vous publiez votre autobiographie chez Flammarion, ça s'appelle Femme, et c'est un livre, on va en parler tout à l'heure, qui est très touchant. Merci. Je vous aime. Je vous aime. Et maintenant, c'est l'heure du live. Il s'appelle Soul King. Il est dans le top 10 mondial des écoutes en streaming. C'est le nouveau phénomène de la pop urbaine. Son album s'appelle Le fruit du démon. Il est là ce soir, Soul King, Guerilla. C'est toujours la vida loca, ouais chica passe au local. Je suis un démon magnifique, ça sera toujours nous les coupables. Coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Maliche, c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi je vais voler chez les riches comme mon frère Pachi. La 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 la. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Ils veulent pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Plus là, si tu me cherches, je suis plus là. Si elle me cherche, je suis plus là. Si il me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, je suis plus là. Elle me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, dis-leur tous, je suis plus là. Bravo! Bravo, Soul King, Guérilla, merci, merci et bravo. Pas mal, hein? Dommage que Julien soit pas retourné. Non, mais je me serais retourné. Ah non, c'est magnifique. Dès les premières notes. Ouais. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Liso.
diesel. C'est parti. Politique française, la semaine a commencé, vous le savez, par l'interview d'Emmanuel Macron sur Europe 1 par Nikos Aliagas. Qui imagine le général de Gaulle interviewé par Guy Lux? Mais c'était cohérent de le faire sur Europe 1, parce que voilà, Macron s'est dit, je n'arrête pas de dégringoler dans les sondages, autant aller sur une radio qui comprend ce que je vis. Ça, sur France Inter, j'ai fait un gros carton en la racontant celle-là. Tu m'étonnes. Là, on voit que vous bossez à France Inter. Oui. Heureusement que votre femme n'est pas dans le studio, Thierry. Allez, l'interview s'est déroulée à Verdun, car Emmanuel Macron est allé honorer les poilus. Et moi, ça m'a étonné, parce que je pensais que son délire, c'était plutôt les bien épilés. Mais non. Et puis, plus gênant, Emmanuel Macron justifie l'hommage au maréchal Pétain, un grand soldat lors de la Première Guerre mondiale, a-t-il dit. Ouais, en fait, mais Pétain, c'était un macroniste avant l'heure. C'est-à-dire qu'il avait plus de boulot, et ben il a traversé la frontière et il en a trouvé du travail. Pourtant, c'est pas le premier Macron à avoir rendu hommage, on lui tombe dessus, mais le général de Gaulle, Giscard et même Mitterrand l'ont fait. L'élégance à la française, parce que entre nous, ni Adenauer, ni Helmut Kohl, ni Angela Merkel ont rendu hommage à Göring, héros de la première aussi. L'Allemand est d'une ingratitude, Thierry. Mais hormis ça, la célébration s'est bien passée. On a eu de belles images, et notamment grâce à ceci, Emmanuel Macron a été photographié par un drone. C'est une première à l'Élysée. Toujours à la pointe, les Français, ça c'est vraiment bien. Je veux dire, les Américains, ils n'envoient des robots que sur Mars, nous carrément des drones sur Jupiter. Ah ouais, pas mal. Bah oui, Jupiter. Revenons sur Terre. Gérard Collomb, réélu maire de Lyon pour un 4e mandat. Les mauvaises langues l'appellent l'arrière-grand-mère de Lyon. Passons à gauche. Des personnalités de la société civile lancent un nouveau mouvement et vous en avez parlé avec Raphaël Glucksmann, Place Publique. Mais il a oublié de vous dire une chose, c'est que dès qu'on a annoncé la création d'un nouveau parti, il a été contacté par Jean-Vincent Placé qui lui dit « Salut Raphaël, je viens de t'envoyer une demande d'amis sur Facebook, est-ce que tu l'as vu ?» Et puis, voilà, tu n'as toujours pas accepté ma demande d'amis, est-ce normal? Et puis, Raph, point d'interrogation. Et puis, voilà, il a tenté le poke, hein, parce qu'on sait jamais. Et puis, voilà, et puis, voilà, Raphaël Glucksmann a bloqué Jean-Vincent Placé et ça s'est bien terminé. Sans transition, El Chapo, l'un des plus grands barons de la drogue, devant ses juges. Voilà, moi je le plains, le pauvre. Ça doit pas être facile, sa vie. Quand l'acteur le plus probable pour jouer ton biopic, c'est Jean Benguigui, c'est sûr que tu as envie d'en prendre de la drogue, je vais dire. C'est bien vu. People, Angelina Jolie et Brad Pitt devant le juge pour la garde de leurs enfants. Et vu le nombre de gosses qu'ils ont, hein, ça risque d'être tellement long leur procès que les gamins n'auront plus besoin de garde au moment où la solution va arriver. Alors je vous rappelle les prénoms des enfants. Maddox, Pax, Zahara, Zilo et Nox. C'est l'ordonnance. C'est ma vanne, salopin! Oh merde! Pardon. Par contre, c'est moi qui prends le salaire, Thierry. C'est pas possible. Non, ça c'est bon. Culture. Une lettre de Charles Baudelaire annonçant son suicide vendu à 234 000 € aux enchères. Alors, si vous aimez les écrits suicidaires, mais que vous n'avez pas les moyens, je rappelle que pour 20 balles, les livres de Christine Angot sont toujours disponibles, bien évidemment. Sport. Un footballeur brésilien dédie son but à Bolsonaro d'un salut militaire. J'ai une info, apparemment, mais c'est pas sûr, mais apparemment, Olivier Giroud avait prévu de rendre hommage au maréchal Pétain s'il marquait un but avec les Bleus à la Coupe du Monde. Ouf, on le saura jamais. Mais ouais, football encore. Avec 216,5 millions d'euros, Mbappé est actuellement le joueur le plus cher au monde sur le marché des transferts. Apprenant l'info, Laetitia Hallyday se serait abonnée au Parc des Princes directement. Allez, les brèves. Une femme morte d'un cancer après avoir reçu les poumons d'une fumeuse. Et encore imaginez le type qui va se faire greffer le foie de Renault.
Narbonne, les pieds du cambrioleur dépassaient du bas des rideaux. Apparemment, Jawad se lance dans les cambriolages. Ça marche toujours, Jawad. Ça faisait longtemps, hein, c'est pour ça que ça marche. Ça faisait longtemps, on l'avait presque oublié. Australie. Un jeune rugbyman décède après avoir mangé une limace. On ne le répétera jamais assez. La fellation, quand on bande mou, c'est dangereux. Thaïlande, un homme recueillait les chiens errants et les prostituait pour des clients zoophiles. Et là, ça me dépasse totalement. J'ai dit, mais quel est le con qui va jusqu'en Thaïlande et une fois sur place, il s'est dit, tiens, je me taperais bien un labrador. Non, mais... Il y a plus près. Mais ouais, c'est ça, c'est idiot. Et alors peut-être lui, parce qu'on a encore un brillant ici. Un chien dévore les parties intimes de son maître qui s'était étalé du beurre dessus. Je ne sais plus quoi faire, Thierry. C'est quoi l'étape d'après? Non, mais... C'est quoi l'étape d'après? Il y a un gars qui va faire un glory hole dans une ruche, je sais pas. Je vous laisse expliquer aux téléspectateurs ce qu'est un glory hole. Passons à l'artiste de la semaine. Heureusement, j'en jouais un petit peu avant aujourd'hui. L'artiste Paola Rego, une peintre et plasticienne portugaise. Et c'est important de rappeler que quand on dit peinture et portugais dans la même phrase, c'est pas toujours pour donner un coup de frais à la cage d'escalier. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle a fui à l'époque Lisbonne et la dictature de Salazar pour aller à Londres plutôt qu'à Paris parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs quand elle passait devant la gare Salazar. Oh. Et celle-là, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Ouais. Et l'enfant aussi. Mais là, elle est exposée à Paris, à l'Orangerie, une exposition intitulée « Les contes cruels de Paola Rego ». Et c'est très, très beau. Alors, je propose de voir quelques œuvres, évidemment. La première, voilà. Vous reconnaissez ici Raquel Garrido, très contente de remplacer Lio dans Danse avec les stars. Elle est très inspirée par les personnalités françaises. Ça, c'est assez surprenant. Peut-être même elle ne le sait pas. Sur ce tableau, on en retrouve pas moins de 3. Tout à gauche, on reconnaît Jacques Chirac, évidemment. Au centre, on reconnaît Valéry Giscard d'Estaing, évidemment. Et à droite, c'est plus compliqué, mais c'est Claude Guéant. Hein. On voit bien qu'il est en plein faux et usage de faux. Par rapport à... Bah, bien sûr. Mais il y a aussi des représentations plus oniriques. Regardez comme celui-là est beau. Voilà, on croirait un rêve érotique de Chantal Goya qui finirait en cauchemar. Hein, voilà, parce que c'est possible. Un lapin a tué un chasseur. Il représente souvent des scènes dures, comme ici. Iggy Pop reprenant du Jean-Luc Lahaye. Alors oui, il y a pas mal de sexe. Je suis désolé, hein, éloigner les enfants. Il y a pas mal de sexe dans l'œuvre de Paola Rego. Voilà, une œuvre ici qu'on intitule « Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote ». Ou une scène prise lors d'un casting à Hollywood où on entend clairement le questionnement de cette femme qui se dit « Est-ce qu'on est sûr que ce Weinstein est bien gynécologue ?» On ne sait pas, on ne sait pas. Et enfin, la dernière, ma préférée. Voilà, on connaissait le air guitare. Eh bien, voici le air fellation. C'est très joli aussi. Allez-y donc, c'est à l'Orangerie jusqu'au 14 janvier, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était avec Gilles Zoret qu'on retrouve ici la semaine prochaine, sur scène à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est shopping. Alors, un artiste, c'est aussi un code-barre. Inès Rohrer, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes mannequin transgenre. Votre première télé, donc, c'était dans Salut t'es rien. C'était avec toi. Et voilà, en avril 2016, on regarde Magnéto Serge. Vous êtes donc né garçon le 18 mars 1990 à Paris, mère franco-marocaine, père algérien. Alors à l'âge de 16 ans, vous commencez à prendre des hormones que vous commandez avec la carte de crédit de votre mère. Quand ouais. En cachette de votre mère? En cachette. Donc mes parents, donc je viens un petit peu du ghetto, de la banlieue parisienne, et c'était un peu compliqué de leur dire à cet âge-là. Et je me suis procuré des hormones un peu sur le black market avec la carte de ma mère. Vous dites, je rêve de trouver un mari qui m'accepte comme je suis. Je rêve même d'un mariage traditionnel. Oui, traditionnel. Je suis assez traditionnelle. Vous vous mariez en blanc, en fait. Oui. On en a déjà parlé avec Jean-Paul pour la robe. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé un mec bien pour vous marier?
Non, là, je suis célibataire, mais je prends mon temps. Ouais. Alors Inès, le 14 novembre sort chez Flammarion votre autobiographie intitulée « Femme ». Alors ça commence par l'absence de figure paternelle. Votre père a trompé votre mère, elle le quitte. Et quand elle le quitte, elle est enceinte de vous. Exactement. Mais c'est très courageux parce qu'en fait, elle n'a aucun moyen de subsistance. Ce qui fait que vous passez votre enfance dans le dénuement le plus total, sans eau, sans électricité, à Nancy. Et la seule chaleur à l'époque que vous ayez, c'est de vous serrer contre le corps de votre maman. Exactement. Elle me serrait fort contre elle et on avait cette proximité, cette fusion qui m'a manqué un peu après parce qu'une fois qu'elle a rencontré donc, mon beau-père, elle s'est un petit peu éloignée sans vraiment le faire exprès en fait. Oui. Oui, parce qu'avec votre beau-père, ça se passait pas très bien, quoi. C'est vrai qu'au début, c'était pas évident, on se supportait pas, on voulait tous les deux l'attention de ma maman en fait. Donc on se battait un peu pour son attention, donc on s'aimait pas trop, mais en fait, ça s'est amélioré après au fil du temps. Alors à l'époque, en même temps, à toute chose malheur est bon, parce que vous devenez un petit garçon très indépendant, bagarreur et populaire au sein de la classe. Hein. Moi, j'aimais bien être un petit garçon. Quand on est un petit garçon, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des bêtises, sortir tard le soir. Quand on est une fille, on doit rester à la maison, on est protégé. Donc moi, j'ai adoré, parce que je suis un peu garçon manqué. Donc c'était. Les filles réussissent. Merci. Oh, joli. Alors à l'adolescence, évidemment, comme tout le monde, vous avez vos premiers rêves érotiques. Exactement. Et alors, ce qui est très étonnant dans votre histoire, et vous racontez ça très bien dans le bouquin, c'est qu'en fait, quand vous avez ces rêves, vous rêvez que vous êtes pénétré par devant. Par devant. Alors vous êtes un garçon. Exactement. Au début, je ne comprenais pas trop ces rêves érotiques. Et après, en grandissant, quelques années après, je me suis rendu compte que la personne que je voyais dans le miroir, en fait, ne correspondait pas à ce que je ressentais à l'intérieur. Ouais. Alors, à l'âge de 15 ans, vous avez votre première expérience sexuelle, mais ça se passe très mal parce que vous refusez que le garçon touche votre sexe. Ça me fait une décharge électrique. C'est bizarre, ça. Ouais. C'était très, très, très bizarre. Mais en fait, lui, aujourd'hui, parce que vous avez de ses nouvelles, il n'est pas gay, mais il avait été attiré par votre côté féminin. Il y a eu des hommes pendant mon enfance et mon adolescence qui ont ressenti la femme que j'étais ou que j'allais devenir avant même que moi, j'ai pu déjà m'en rendre compte. Alors, à l'âge de 16 ans, vous commencez à prendre donc des hormones, évidemment, comme on l'a dit avec la carte de crédit de votre mère. À 17 ans, vous montez à Paris. Et vous commencez à fréquenter le milieu gay transformiste. Pigalle, c'était Pigalle ? Ouais, au Folies Pigalle, exactement. Ouais, Folies Pigalle, ouais. Et là, il y a un dénommé Vénus qui vous offre votre première perruque. Donc, exactement, un petit travesti qui a lu en moi comme dans un livre ouvert au final. Ouais. Vénus vous dit, tu devrais te prostituer finalement, etc. Et vous refusez. Je refuse. Et je vais avec Vénus là où elle se prostitue, place du Chancelier Adenauer dans le 16e. Mais j'ai pas le courage de monter dans une voiture. Voilà. Et puis un jour, une voiture s'arrête, je monte dans la voiture et quelqu'un s'est pris d'affection pour moi, m'a pris sous son aile sans que j'ai rien à faire. Et ça a été un peu comme ça tout le reste de ma vie. Alors, quand vous annoncez à votre maman que vous voulez être libre, que vous voulez être une femme libre, elle vous dit simplement « je savais ». C'est extraordinaire, ça aussi. Ouais, une maman, elle sait, ma maman, elle a toujours su. En fait, votre mère, quand elle était enceinte de vous, elle voulait une fille, hein. Elle se caressait le ventre en regardant le ciel et elle disait « Mon Dieu, j'espère que je vais avoir une petite fille. » Eh bien, elle a été exaucée, finalement. Exactement, c'est ce qu'elle me dit tous les jours, d'ailleurs. Ah, voilà. Ça va avec elle, il n'y a pas de problème. Ah, ma mère, c'est ma meilleure amie, je l'aime. D'accord. Maman, je t'aime. Et puis, un jour, vous décidez d'entamer la dernière étape de votre changement de sexe. Vous faites une vaginoplastie, une clitoridoplastie à Montréal. Exactement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous conservez votre sperme dans une banque de sperme en Belgique. Exactement. C'est-à-dire qu'un jour, vous pensez faire un enfant. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je pense que c'est beau d'adopter, donc je pense que j'adopterai. Mais à l'époque, pour être sûre, si jamais un jour j'avais envie d'avoir des enfants de façon naturelle, j'ai anticipé, j'ai pris soin de conserver l'élixir précieux en Belgique. C'est extraordinaire. C'est vraiment 2018, ça. Bon, alors, 6 mois après l'opération, quand même, il a fallu 6 mois, vous passez à l'acte.
pour de vrai, avec un dénommé Alexandre. Alexandre. Et là, c'est l'amour fou. Hein. C'était magnifique. Après, il y a Michael. Lui, il vous fait découvrir la high society new-yorkaise, l'amour à plusieurs. Exactement. Ça vous a plu? C'était génial. Mais quand il apprendra, ce Michael, que vous êtes un transsexuel, il vous quitte. Oh. Il me quitte alors qu'il est toujours amoureux de moi, mais c'est pour des raisons qui sont beaucoup plus compliquées. C'est quelqu'un de très important, qui a une famille, qui a des enfants. Il ne savait pas vraiment comment les enfants allaient le prendre. Puis il n'a pas vraiment apprécié aussi le fait que j'en ai pas parlé avant et qu'il s'était déjà engagé socialement aux États-Unis avec moi, etc. Vous êtes resté combien de temps avec Michael? Avec Michael, je suis restée presque 2 ans quand même. Hein. Il s'est aperçu de rien? C'est impossible de le... Là, ça, tout le monde est vachement... Non, parce qu'il y a plein de questions qu'on n'ose pas poser, en fait. Oui, puis il y a des sujets comme ça où tout le monde Mais je réponds à toutes les questions. Non, mais je sais, c'est d'ailleurs votre force, oui. Alors, Macron vous invite à la fête de la musique sur le perron de l'Élysée. Vous y étiez? Ah, c'était génial. On a fait la fête toute la nuit. C'était génial, jusqu'à très tard. Après, on a fini dans le jardin derrière. Ouais, tout le monde baisait, c'était en privé et tout, c'était cool, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un président de la République invite... des transsexuels. Pour moi, c'est juste des artistes qu'ils ont invités et d'autres personnes sans penser au fait qu'ils soient gays ou transgenres. Et je pense aussi que c'est important aujourd'hui d'arrêter de stigmatiser les personnes par leur préférence sexuelle ou leur passé. Et c'est juste les personnes qu'elles sont, des artistes. Laurent? Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire que Inès est une femme, puisqu'elle a changé? C'est ça. Merci. Et que c'est derrière elle. Merci. Une jolie femme. Merci beaucoup. Ah, attends, il y a un truc qui me revient, là. Colombo. Exactement. Et la question Colombo, bravo Laurent, oui. Il y a une question qui ne vous est pas posée. Est-ce que c'est mieux pour faire l'amour d'être une fille ou un garçon? Alors en fait, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, je m'exprime mieux sexuellement de cette façon. D'accord. Voilà. Vous préférez faire l'amour en tant que fille qu'en tant que garçon? D'accord, ben voilà. Tout ce que je voulais savoir. On se retrouve après la pub pour la suite des terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Julien Clerc, d'Éric Antoine, d'Inès Rowe et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. Et voilà, en hommage à Éric Antoine et son livre Magic Optimistic, on va faire un Hardy Quiz, réponse en hic. Excellent. Alors, testez vos buzzers. Orgasmatique, pédagogique, j'adore. Imagination, Julien. Ma préférence à moi. Est-ce une fille ou un garçon? Pas d'amis comme toi. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, le winner aura droit à un éloge de la part de Thierry Ardisson. Et le loser aura droit aussi à un éloge, mais de la part de Laurent Baffy. J'ai envie de perdre, moi. J'ai envie de On perdre. se concentre, ça doit se terminer en hic, ok? Quel est, selon vous, le lieu idéal pour faire l'amour? Un pique-nique. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il y a aussi les toilettes publiques. Toilettes publiques. Les tribunes d'un stade olympique. Un endroit fantastique. Voilà un endroit fantastique. Absolument. Personne. Attention, quelle est la pire phrase pour aborder une femme? Tu as des yeux orgasmiques. Ouais, ça, c'est Julien. glauque. Tu as l'air famélique. Tu as l'air famélique, oui, c'est Famélique. bien, ça marche. Tu veux faire un tour dans ma Renault Scénic? Ouais. Moi, je pense qu'il y a ex aequo. Là, il y en a un point chacun. Les J'avais deux une réponses. phrase. Ah, un point chacun, d'accord. J'avais une phrase. Et c'est quoi ta phrase? Je te donne 15 € et je te nique. Bon, il a marqué double. Là, ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points. Est-ce qu'on va mettre 2 points à Laurent? Parce que, bon, Là, ça voilà. vaut 2 points, les gars. Sur qui avez-vous déjà fantasmé sans oser le dire?
Un hérisson qui pique. Oui, tu me diras. 5 points. Une poupée en plastique. Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Gilles, voilà. C'est l'homme qui chante Femme, je vous aime. Attention. Qu'est-ce qui vous excite particulièrement? Ma préférence à moi. Tout ce qui est atavique. Ah ben voilà, très bien. Ben Joli, joli. La moitié de la France n'a pas compris cette phrase, mais c'est pas grave. Moi, je sais. Ouais, bien sûr. Ah, vas-y. Des mouvements de bassin énergique. Oh, Là, là, les points, ouais. Là, c'est 3 points. Bah, c'est Nadine Morano déguisée en sikh. Ça me file une trique. Quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez enfant? Est-ce une fille ou un garçon? Président de la République. Ah, ben bon. Bombe atomique. Ouais. Bah, c'est raté. C'est pas un métier. C'est raté. Ça compte pas, c'est pas un métier. Si, Non, si, c'est un non, métier. non, Il y a mais là, beaucoup de c'est gens qui gagnent beaucoup d'argent. Inès, Tu es une Inès. bombe atomique. Comment tu as gagné ta vie? C'est vrai que c'est comme ça que je gagne ma vie. Bah voilà. Et voilà. Quel objet avez-vous déjà utilisé pour faire l'amour? Un stylo bic. Absolument que je pense à le retirer parce que ça fait un bout de temps. Un god électrique. Un god électrique, je l'ai sur ma fiche. Bravo. Voilà, ça marque 3 points. Parce que quand c'est sur ma fiche, on invente les règles en faisant le jeu. Comment? Thierry, c'est un train électrique. Ouais, c'est marrant. Comment tu sais? Parce que je connais le tunnel. Je l'avais. Attention, comment aimeriez-vous mourir? Dans une fête orgasmique. Ah oui. En faisant une mimique. En faisant une Ouais, mimique. les traits de funèbre. Dans une teuf sur de la musique électronique. Oui, bravo. Il y a pas de la préférence. Il y a de la préférence. C'était dans ma fiche, t'as vu? Elle a toutes les réponses qui sont dans ma fiche, hein, donc ça marque beaucoup. Est-ce que ça serait pas un hasard? Non, non, vraiment, je les ai pas vus en plus. Et là maintenant, mesdames, messieurs, on arrive au Super Banco. Ah, voilà. C'est la question qui compte. Pouvez-vous me citer une phrase que vous n'avez jamais prononcée avant ce soir? Est-ce une fille ou un garçon? Bébé, j'ai la trique. Inès, quel talent! Qui a perdu pour Baffy qui prépare son anti-éloge? C'est Julien. On va dire du mal de Julien Clerc, là. Ouais, ouais. Là. Ouais. Éloge. Éloge d'Inès Rowe. Il était une fois un petit garçon timide, devenu l'une des plus belles filles du monde. Il était une fois un mannequin loin des clichés, adulé des photographes et des marques les plus prestigieuses. Il était une fois la première playmate transgenre de l'histoire. Il était une fois le troisième sexe. Il était une fois Inès Rowe. Bon, Laurent, à toi. Je te remercie, Thierry. Je te remercie solennellement de me donner enfin l'occasion de dénoncer cette escroquerie vivante qu'est Julien Clerc. Ce chanteur chevrotant qui a fait sa carrière sur les femmes. Julien qui est contre la parité, contre le droit de vote pour les femmes, contre les femmes au volant. Cet escroc, ce pervers narcissique. Il était temps que ça se sache. Honte à toi, Julien Clerc. Honte à toi et à ton cortège de machos. Fumier. Courageux.
C'est courageux. Et c'est tellement crédible. Ouais. On y croit à fond. Hein. Ça marche vachement bien. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Alors, Julien Clerc, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, on a un gros shopping. Hein. On va commencer avec The Voice. On dit que vous avez pris Jennifer pour une candidate et que vous lui avez conseillé de travailler sa voix avant de revenir. Elle est très sympa, Jennifer, et on va très bien s'entendre. Non, parce que c'est vrai que ceux qui ont réellement besoin de vos conseils, ce sont les autres jurés, parce que les candidats, eux, ils ont un plan B, ils font des études, mais les autres jurés, ils ont que ça pour vivre, quoi. Alors, vous dites, en parlant de The Voice, je vais essayer d'être bienveillant, je vais surtout me baser sur l'émotion. Bien sûr. Mais ça vous dérange pas de juger d'autres chanteurs? Parce que, honnêtement, moi, j'étais là quand vous avez commencé, vous auriez fait raison. The Voice à l'époque d'Ivanovic. Je suis pas sûr que vous auriez gagné. J'aurais été sorti, sûrement. Ouais. Sauf si c'est des bergers qui jugeaient. Oh là, il avait une chance. Oui. Mais c'est vrai que c'est un petit peu contre nature, mais c'est aussi un peu pour ça que je le fais, pour sortir de votre zone de confort. Oui, exactement. Ouais. Bien. Alors, vous avez déclaré, pas question que je monte sur mon fauteuil pour faire le show. Est-ce que pour vous, ils ont fait un fauteuil qui tourne un peu moins vite? Non, ils ont fait... J'ai un fauteuil normal. Non, parce qu'on a le même âge quand même, je tiens à le dire. Oui, quand même, oui, non, mais... Est-ce que votre fauteuil peut monter les escaliers aussi? Oui, je sais. Alors, tout va bien, donc il y a The Voice, il y a la tournée, il y a l'album, il y a le coffret, il y a Hélène. Alors j'ai un truc, on va faire un effet paparazzi sur Julien Clerc, un truc de Rosta. Allons-y. Julien, quand il se lâche, tu peux plus le refaire. Ah ouais, Julien, ça... Non, mais attends, tu te souviens quand même, on était ensemble, tu te souviens de Julien avant? Oh là là, quand il pesait ses aliments et tout, là, maintenant, ça va beaucoup mieux, Julien. Bon, alors, je le répète à chaque fois que je vous vois, mais qu'est-ce que c'est comme ça? Vous êtes un génie de la mélodie. Vous avez composé toutes les chansons. C'est plus difficile pour moi de composer une musique comme ça. Ah ouais. Et j'aime bien m'appuyer sur un texte. J'ai cherché toute ma vie quand même à servir notre langue maternelle à travers les bons auteurs. Ouais, et c'est le rythme de cette langue qui m'a fait... Continue, Julien. J'imagine toutes les femmes en France qui se caressent. C'est le rythme de cette langue qui m'a, je crois, fait trouver mes mélodies. Alors, c'est d'autant plus remarquable que vous avez arrêté la drogue il y a 30 ans. Oh oui. J'avais à peine commencé. Quand même, moi je savais pas, mais la coke, quand même un peu, non? Oui, mais enfin, je suis jamais tombé dans aucune addiction parce que ça n'est pas ça qui me fait battre le cœur. Bravo. Alors, vous, honnêtement, vous composez à quoi? Parce que j'ai posé une fois la question à Michel Berger, je dis, vous prenez quoi pour composer? Il m'a répondu du chocolat, j'y ai pas cru, mais bon. Vous composez à quoi, vous? Buvez du vin, du champagne, du whisky? Rien. Même au piano. Ah, c'est tout. Vous composez au piano. Ça, c'est une bonne réponse, voilà. Alors, on commence avec votre tournée. Donc, après 120 dates, vous serez à la scène musicale donc, du 22 au 25 novembre. On va venir avec Audrey. On va se régaler. J'espère. Et ensuite, vous faites un zénith à Toulouse le 6 décembre. Voilà. Et après, j'imagine que vous allez Non, mais il y en a avant et après aussi voilà, des zéniths. Ça va jusqu'au mois de décembre. Ah ouais, jusqu'à Noël. Ok. Alors ensuite, il y a l'album À nos amours, alors qui ressort en fait avec un CD bonus et 10 lives en fait que vous avez enregistré pendant les concerts. Pendant la tournée. Alors, donc le CD ressort avec un titre bonus et 10 lives. Qu'est-ce que vous avez à dire aux pigeons qui ont acheté la première version? Bien, ajoutez ce disque à votre collection. Alors, justement, il y a le coffret. Alors ça, c'est énorme. C'est l'anthologie, 26 CD, incluant 23 albums. Donc, il y a des inédits, des raretés, des singles. Enfin,
c'est monumental, c'est la totale. Là. C'est même flippant parce que le coffret est en sapin. Il y a beaucoup d'inédits, mais qui datent d'il y a longtemps, en fait, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous avions 20, 25, 30 ans, il y avait beaucoup d'émissions de radio et de télévision où on nous demandait beaucoup de faire des reprises. Et la plupart des inédits, en fait, datent de ces émissions-là. Moi, je vous ai découvert, il y avait le transistor qui était posé sur le frigo. J'écoutais Salut les copains, comme tous les gens de ma génération. Wow. Et voilà. Et j'ai découvert Julien, et franchement, je vous aime beaucoup. Alors voilà, il y a 318 chansons dans le coffret Anthologie, 16 heures de musique. Vous n'êtes pas obligé d'écouter pendant 16 heures. Il y a des gens qui ont le temps en fin de vie, hein. Il y a des gens... Oui, non, mais il y a des gens qui ont 16 heures. Moi, j'ai fait le calcul, en 50 ans de carrière, ça fait une chanson tous les 2 mois, donc ça va quand même, hein. Sachez que quand il y a 12 chansons sur un album, généralement, on en a composé 18 ou 20. Ouais, c'est vrai. Alors, en parlant de parolier, évidemment, le premier, ça a été Étienne Rodagil. Vous dites, avec les textes de Rodagil, on m'a identifié comme l'interprète de quelque chose d'original. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai, les chansons avaient des paroles absolument débiles. Non, ça dépendait, mais là, ça dépendait, mais quand même. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, la vérité, bien souvent au milieu. On sortait, nous on est arrivé juste après cette période qu'on a appelée la période des yéyés. Ouais. Il y a eu beaucoup de reprises, d'ailleurs de très bonnes reprises. Mais c'est vrai que nous, on est arrivé après cette période-là, et qu'avec ce... C'est vrai que Étienne, il écrivait, et moi, on avait un style qui n'était pas... Enfin, qui arrivait un peu de nulle part. Ouais. Ah oui, mais quand on entendait ça, il y avait une différence réellement. Hein, Alors, il y a un documentaire qui est sorti le 31 octobre dans les salles. On l'appelait Roda, de Charlotte Silvera. Et Roda, d'ailleurs, il était extraordinaire, ce Rodagil. Il s'intitulait lui-même un poète industriel. C'est-à-dire qu'il avait l'impression de vendre son âme au diable. Et moi, il me disait que j'étais son usine. Voilà. Mais c'est extraordinaire parce qu'on sentait qu'il se compromettait un peu en faisant de la musique. Vous connaissez, ce qui est formidable, c'est que Claude François a véritablement désiré ardemment travailler avec Rodagil dès qu'il entendait nos chansons. Bien sûr. Et Étienne, pour des raisons qu'après tout, on peut comprendre, refusait. Et il a trouvé le mot qu'il fallait, Claude. Un jour, il lui a dit, il en avait marre de lui courir après que ça ne marche pas, il lui a dit, écoute, restons-en là, toi tu n'as qu'à continuer à écrire tes chansons pour les petits bourgeois, et moi je vais continuer à chanter pour les pauvres, c'est pas grave. Et évidemment, c'est bien. Et alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'Étienne Rodagil a composé, parce que ça, c'était pas des reprises pour le coup, Alexandrie, Alexandra et les Magnolia. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec les paroles de Rodagil, il a fait, pour moi, ses 2 meilleures chansons. En tout cas, ces chansons. Oui. Il comprenait rien en paroles. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait, mais enfin, il était plus malin que ça. Ouais. Et il a fait aussi, évidemment, Joe le Taxi pour Vanessa Paradis. Bien sûr. Et puis le Lac Majeur pour Mort Schumann. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Et voilà. On continue le shopping. Éric-Antoine Roy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Magic Optimistique. C'est publié chez Robert Laffont et c'est un livre qui est entièrement dédié à l'optimisme. En fait, vous dites l'optimisme est présent partout, mais il n'est jamais assez conceptualisé. C'est vrai qu'on ne parle jamais de l'optimisme en fait. Mais en fait, c'est une manière de vivre et c'est une manière de transformer le monde et de rendre le monde meilleur. Et là, c'est un regard sur le monde. Et donc, je trouve qu'on en manque terriblement aujourd'hui et qu'on se regarde les uns les autres avec méfiance. Ouais. Et que l'optimisme, c'est une manière de biaiser ça et donc de vivre mieux. Ouais. Alors, vous proposez votre théorie de l'optimisme. Alors, la clé de l'optimisme, pour vous, c'est 3 mots. Acceptation, confiance et curiosité. Oui. Alors, expliquez-nous l'acceptation, parce que je pense que vous avez tellement raison. Allez-y. L'acceptation, c'est que on est tous convaincus d'avoir des milliers de défauts, et puis les autres nous convainquent
continuellement qu'on n'est pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela. Et moi, par exemple, je suis d'une maladresse absolue, je suis magicien, et en fait, je me suis rendu compte que les gens me disaient, mais t'es maladroit? Non, je suis pas maladroit, je suis rigolo. C'est pas tout à fait la même chose. À d'autres, on dit, vous êtes obsessionnel. Non, je suis précis. À d'autres, on dit, vous êtes paresseux. Non, je sais me relaxer. Tu vois, il y a combien de personnes qui savent se relaxer aujourd'hui? C'est une qualité extraordinaire. Et donc, c'est de prendre comme ça, un peu à rebours, tout ce que le monde vous renvoie de vous, et d'essayer d'être un peu en amitié avec soi, de se donner une petite tape sur le dos. Une tapette, quoi. Une tapette. Et ça, c'est la base. Ensuite, la confiance. Ensuite, la confiance, se faire confiance. Et puis, si on ne se fait pas confiance, comment peut-on faire confiance à quelqu'un d'autre? Puisque si on ne croit pas en soi, on ne peut pas croire à l'amitié qu'on donne, ni au choix, voilà. Et le dernier, en effet, c'est la curiosité, parce que curiosité, pour moi, c'est la plus belle des qualités. C'est curiosité, dedans, il y a cura, qui veut dire soigner en latin. Le curieux, celui qui se pose continuellement des questions, c'est celui qui soigne le monde. Et donc, c'est les trois préceptes. Et après, je les utilise et puis je montre comment dans ma vie, ça change mon quotidien, comment les rencontres évoluent. Alors, le livre est très intéressant. Vous racontez, par exemple, évidemment, la scène fondatrice, le jour où votre père a engagé un magicien pour animer un repas familial, et l'atmosphère était très tendue, évidemment, chez vous. Et vous parlez de métamorphose de l'atmosphère. C'est vrai que j'avais une famille qui était divisée, issue d'un côté d'un milieu très très populaire, agriculteurs, ouvriers, et de l'autre côté des bourgeois, d'un côté des catholiques fervents, et puis de l'autre côté des protestants discrets. Et donc il y avait un côté un peu guerre de religion. C'était un peu la nuit de la Saint-Barth chez moi, continuellement, tu vois. Et les couteaux dans le dos, on en avait beaucoup. Et donc un jour, il y a un magicien qui a été engagé par les riches, et qui a, dans des tours un peu moyens, un peu pourris, mais j'ai vu une atmosphère se créer autour de cet homme. Et j'ai vu des sourires, j'ai vu que, en fait, le dialogue était possible autour de l'art. Et ça m'a convaincu de la puissance de cet art magique. Il y a des moments très touchants dans votre livre. Vous parlez de Garcimore, qui a beaucoup d'importance, évidemment, pour vous. Et vous dites qu'à la fin, sa famille n'avait pas de quoi payer sa tombe. C'est vrai, c'est vrai. C'est dur d'être un artiste. José Garcimore, c'était quand même une grande star. C'est sans doute un des hommes magiciens, en tout cas, dont on se souvient le plus en France, et qui a eu une carrière extraordinaire. Et à la fin, il a disparu. Et à la fin, il a disparu, mais pas dans de bonnes conditions. Voilà, oui, c'est ça. Alors, vous racontez aussi une amitié amoureuse avec une amie de votre mère. Et vous êtes resté avec elle 5 ans, mais sans avoir de relation physique. Oui, c'était un moment un peu rigolo. C'était un moment où je me demandais si je n'allais pas embrasser une carrière monastique. Et j'étais parti dans des retraites, et puis après j'étais parti dans des ashrams, dans un autre délire. Et puis cette femme, c'était une femme très étonnante, je ne savais pas, elle était séropositive, et donc elle ne voulait pas, en fait c'est elle qui m'empêchait de passer à l'acte avec elle, parce qu'elle me cachait sa maladie. Et puis j'étais vraiment très amoureux, en tout cas dans un amour très intellectuel. Très platonique, évidemment. Oui, un amour platonique et très curieux de cette vie et de ses croyances, voilà. Alors, autour de 20 ans, là, vous n'étiez pas très doué avec les filles, parce que... Tu m'étonnes. Vous avez fréquenté 3 femmes, et vous avez eu 0 histoire d'amour, quand même. C'est vrai que j'étais en psycho et c'était rigolo. J'avais toujours ce syndrome du meilleur ami, c'est-à-dire les filles qui te racontent toutes leurs histoires d'amour et toi, tu as un peu envie de te buter. Et donc, une amie comme ça, amoureuse. Et puis un jour, j'étais en psycho et une jeune femme m'offre une lettre d'amour. Une autre m'invite à une rétrospective Woody Allen dont j'étais femme. Et la dernière, la plus belle meuf au monde, genre... quand elle bougeait, elle sculptait l'espace. C'est-à-dire l'air était amoureux d'elle tellement elle était belle, cette femme. Et c'était d'une beauté. Un 12 sur 10, on ne note pas une femme, non. Mais moi qui suis un 6 sur 10, je peux te dire que 6 points de différence, c'est beaucoup. Parce qu'une fois, je suis sorti avec une 1 sur 10 et c'est beaucoup. Et donc, cette jeune femme me dit, Eric, j'avais fait une vanne en cours de psycho, elle me dit, dis donc, ça ne dirait pas qu'on parle un peu de Jung ce soir? Je dis, oui, on va parler de Jung. C'est ça. Et je me la pète, mais monstrueusement, je me dis, ça y est, j'ai commencé à faire du théâtre, ça y est, enfin. Et je me sens beau pour la première fois de ma vie. Et ça n'est pas revenu depuis. Et je sors comme ça de l'université. Et je me prends la plus grosse crotte de pigeon au monde sur le coin de la gueule. Mais tu sais, un truc de compétition, une autruche et un aigle et un pigeon qui ont fait l'amour.
et qui te laisse une marque sur... J'avais les cheveux longs jusque-là, le t-shirt, tu sais, et cette crotte de pigeon, pour moi, c'est l'absurde et la grâce. C'est-à-dire, on est tous égaux sous une crotte de pigeon. Et donc, on est tous vraiment des merdes, en fait. et cette espèce de prise de conscience de cette égalité, dès que tu te la pètes, finalement, il y a quelque chose qui va venir te ramasser. Et ben, c'est pour moi une phrase qui me revient souvent. On est tous égaux sous une crotte de pigeon, on est tous égaux. Vous racontez les petits boulots, parce que quand tu commences comme magicien, bah, tu fais les restaurants, tu fais les anniversaires. Ouais. Vous avez bossé à Disneyland? Oui, c'était drôle. J'étais avec ce qu'on appelle les characters, donc tu sais, ils ont tous leur tête, et puis ils sortent, et puis il y a un deuxième monde derrière Disney, c'est-à-dire que tu joues, et puis tu sors du théâtre Winnie l'ourson, puis après t'as Mickey qui enlève sa tête, qui fume des clopes, qui dit elle était bonasse, elle, quand même, tu vois. Et c'est surréaliste. Il y avait ceux qui avaient piqué les masques de Mickey et Minnie pour faire un film érotique, c'est extraordinaire. Il y a des mecs qui piquent les costumes et qui vont faire des saloperies avec les costumes, et tu pleures de rire. Et puis après, tu te rends compte que non, parce que l'enfance, c'est quand même sacré. Je vais vous dire une chose, vous êtes un sacré personnage, quand même, un sacré bonhomme, parce qu'on sent quelqu'un qui a eu du mal. Et aujourd'hui, on sent une espèce de... Voilà, vous êtes bien dans la vie, vous êtes OK, vous êtes marrant. De reconnaissance, reconnaissance, c'est magnifique parce que l'histoire d'amitié, quand tu arrives, là, je joue dans les palais, j'ai fait 50 zéniths, 25 Olympias. Quand tu arrives et que les gens t'envoient tout cet amour, cette joie, et que tu sens à la fin du spectacle qu'ils sont heureux d'avoir passé ce moment avec toi, qu'ils ont fait ce choix, c'est toujours un choix extraordinaire, le fait de dire on va dépenser 30, 40, 50 euros, on est 3, on est 4, on est 5, en famille pour passer 2 heures avec ce grand couillon qui va essayer de nous faire passer. On est d'accord. C'est un cadeau, mais extraordinaire. Apparemment, votre livre Magique Optimistique fonctionne parce que on voit à quel point vous riez. Magnéto, Serge. Et... Alors, gros score d'audience donc pour la France, un incroyable talent. 4 millions cette semaine. Waouh! Alors, est-ce qu'avec votre golden buzzer, vous pouvez faire réapparaître Gilbert Rozon? Oh là là. Et Xavier Dupont de Ligonnès. Enfin bon, non. Il y a un truc quand même qui est très drôle et très étonnant de la part d'M6 quand on les connaît, c'est que vous avez droit aux blagues sur Gilbert Rozon. Oui. Ah mais ça c'est fou. Un magnéto, Serge. Excellent. I don't want to kill Beyoncé. Gilbert, c'est toi? Votre Magical Mystery Tour remplit les zéniths et vous présentez un best-of au Palais des Sports du 5 au 8 décembre. Ensuite, vous reprenez les zéniths. Alors, comment expliquez-vous qu'il y a encore quelques années, quand il y avait un magicien, ça faisait 30 personnes, et qu'aujourd'hui, vous remplissez des zéniths? Quel est le truc? Je pense que les magiciens se la pètent. En fait, si tu veux, un magicien qui te fait un tour, dans sa tête, il pense « Regarde comment je vais les niquer ». Et il se dit, regarde comme je suis plus intelligent et je suis plus fort que toi. Alors que je pense que quand on vient voir, on dit, mais il est encore plus couillon que moi. Et c'est cette inversion, je pense, qui joue en ma faveur. C'est que je suis humoriste autant que magicien. Voilà. Alors je rappelle le titre du livre, donc Magique Optimistique. Est-ce que vous êtes optimiste sur le succès du livre? Je ne sais pas, parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis un petit peu dans une phase comme Julien. J'ouvre un théâtre, je sors un nouveau spectacle, je sors un livre, j'ai écrit un autre spectacle qui est à la Gaîté. Il y a peut-être trop de choses en même temps. Mais je pense que c'est un très bon cadeau de Noël. Voilà. Voilà, c'était les Terriens du samedi. Avec Julien Clerc, Éric Antoine, Raphaël Glucksmann, Inès Roux et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45 pour les Terriens du dimanche avec Bernard Debray et Philippe Even.
spécial antidépresseurs et drogue. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.